Bonjour, je suis Pascal Tréfingui. Comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, on va parler du satanisme à Luxembourg. Alors je tiens bien à préciser que les Luxembourgeois ne sont pas sataniques, que l'État luxembourgeois n'est pas satanique, que l'Église n'est pas satanique à Luxembourg et que la famille régnante n'est pas satanique non plus. Ce que je veux vous expliquer, et je vais le faire à partir d'un point de départ qui traverse l'Eurasie et l'Afrique, c'est que le monde islamique il est partagé en deux par une faille. Et sur cette faille, il y a 7 tours qui correspondent à des civilisations anciennes. Et parce que ces tours constituent des références à des civilisations anciennes, elles servent de vecteurs d'influence. C'est-à-dire que plus l'islam est fort, plus ces tours, les vestiges des civilisations sont affaiblis et ne rentrent pas dans l'espace collectif. Quand l'islam s'affaiblit, lorsque les pratiques spirituelles, religieuses, initiatiques, la loi sociale s'affaiblit, c'est-à-dire que lorsque les mœurs se corrompent, eh bien, ces centres deviennent actifs et elles servent de pont entre l'ancien et le monde présent. Ainsi, ces 7 tours du diable sont les piliers d'une ligne géomantique idéale, mais aussi géopolitique, qui délimite le territoire de la présence exclusive de l'islam. À l'intervalle de 1000 ans se déchaînent de ces centres concentrés d'énergie spirituelle, mais aussi militaire et matérielle, une série synchrone d'actes de violence sacrés, mais aussi profanes. C'est un peu ce qui s'est passé en Europe. On avait le Saint-Empire romain germanique de Charlemagne. On avait d'un côté une civilisation qui était la civilisation germaine, qui était une copie de l'Empire romain, qui était animée par des édomites chrétiens. Et de l'autre côté, du côté ouest, on avait la France, dans son espace intellectuel, qui comprenait la Grande-Bretagne, qui comprenait l'Espagne, le monde ibérique et la France elle-même telle qu'on la connaît de nos jours. Et là, c'était plutôt une influence sémitique. Donc on a eu à la fois un ouest de l'Europe qui s'est conçu comme des nations et un est de l'Europe qui s'est conçu d'abord avec le Saint-Empire romain germanique et ensuite avec l'Empire russe qui s'est considéré comme un successeur de l'Empire romain, c'est-à-dire qui revendiquait son identité édomite, mais qui avait adopté le christianisme. Sur ce terrain de l'Europe de l'Est, il est rentré le judaïsme ashkénaze, qui a eu une influence civilisatrice certaine. Et cet Est européen, il a été en conflit avec l'islam. Par contre, de notre côté, du côté ouest, nous avons été les amis de l'islam, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidés à continuer notre cheminement en tant que nation. La nation française, d'ailleurs, se sent à la fois la successrice d'Israël, la deuxième Israël, et à la fois, elle sait que le monde musulman est là pour l'aider, Ishmaël et le balai d'Israël, c'est-à-dire on voit d'un bon œil d'avoir comme ami, d'avoir des juifs sur son territoire, des juifs qui viennent de l'islam, les juifs séfarades, on voit d'un bon œil d'avoir comme ami les musulmans, et on sait qu'en tant que nation de l'ouest de l'Europe, tout se passera bien pour nous tant qu'on a cette amitié. Et puis patatras, les pratiques religieuses vont d'abord baisser à l'ouest. Il y a un mouvement de déchristianisation qui est dû à l'essor urbain et aussi la présence des Khazars à partir du XIIIe siècle. Et puis en Europe orientale, c'est la même chose. Il y a un affaiblissement des pratiques qui vont amener d'un côté au national-socialisme et de l'autre côté au socialisme bolchevique. Voilà, avec une union de nations bolcheviques, soviétiques et avec le Troisième Reich. Dans ce contexte-là d'affaiblissement, on voit que le centre de l'Europe, où il y a des grandes tours de grandes civilisations, il y a une grande civilisation à Londres, Stone Age, il y a une grande civilisation dans les Flandres, il y a une grande civilisation aussi autour de Luxembourg. Luxembourg, il y a Vianden, qui est très très intéressant parce qu'elle est le siège d'éminentes familles aristocratiques européennes. Elle est aussi le siège d'un essor économique qui viendra ensuite avec le Luxembourg et la Belgique, avec les industries du charbon, les industries minières, puis les industries sidérurgiques. Et on voit que la Belgique, à la fin du 19e siècle, est la première puissance mondiale. Elle profite de sa colonie au Gabon devant l'Angleterre, puis après les cartes vont être rebattues. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a Luxembourg, il y a aussi Strasbourg, qui est un centre maçonnique très important, avec Cologne. Francfort, qui était en concurrence avec Cologne. Et puis, il y a la Suisse, qui a toujours joué un rôle particulier, parce qu'il y a beaucoup d'édomites qui sont là. C'est le gros de la population d'origine germanique, même s'il y a une influence des édomites italiens, puis il y a une influence de la France.
Et puis ensuite, eh bien, on tombe sur Rome, et Rome, eh bien, c'est le siège de la chrétienté. Pas chrétienté, non, chrétienté. Cette chrétienté, c'est en fait une adaptation qui a été faite par Saint Pierre et ses successeurs de l'ésotérisme juif qui a été proposé aux Romains, qui les ont au début persécutés, quelquefois même à la demande des Juifs eux-mêmes. Et petit à petit, avec Constantin, eh bien, c'est le christianisme qui s'est imposé, puis ça a donné naissance à un empire romain chrétien en Orient et en Occident. Et puis ensuite, ça a donné naissance eh bien, au Saint-Empire romain germanique de Charlemagne, et puis à cette France qui est un petit peu particulière, puisque les Mérovingiens, qui sont des Francs, prétendent être les descendants de Jésus par Marie-Madeleine, et elle a tout un ésotérisme un peu particulier qui fait que, eh bien, en Europe, on a toujours considéré la France comme une nation qui serait le successeur de la nation d'Israël, donc des nomades. Les Français, on pense qu'ils sont des nomades. Et de l'autre côté, un empire, un espace germanique et un espace russe, mais c'est les mêmes peuples à l'origine, qui seraient plutôt des peuples de sédentaires qui veulent reconstruire un remake de l'Empire romain. Alors, ces Édomites-là, de l'Ouest, tant qu'ils restent chrétiens, eh bien, ils vont se couler dans le moule du fonctionnement européen avec cette belle civilisation du Moyen-Âge. Et puis, il va y avoir une crise de la foi. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'Allemagne va se diviser, le Saint-Empire romain germanique va se diviser en petites principautés. Le christianisme va y changer puisque c'est le protestantisme qui y est adapté. Puis, l'œuvre initiatique des chevaliers et dans les métiers va changer. Et il y a l'illuminatisme hassidique qui est adapté dans le contexte chrétien, qui va donner de l'illuminatisme chrétien, les Illuminés de Bavière, qui va profondément changer le rapport des Européens à l'initiation. Ils sont d'abord persécutés en Prusse, notamment par l'empereur, et puis ils vont arriver à s'imposer avec des Allemands qui sont partis en Angleterre. Et l'histoire de l'Angleterre, de l'Empire britannique, c'est l'histoire d'Édomites, qui utilisent de la cabale déviée, qui utilisent l'illuminatisme hassidique pour créer un illuminatisme chrétien, s'installer en Angleterre et là reconstituer à partir de ce centre eh bien, un remake de l'Empire romain avec une nouvelle forme de christianisme qui est le protestantisme. Alors, il y a toute une partie de l'Empire britannique qui n'accepte pas, c'est le cas des Américains, qui vont chasser les manteaux rouges, les Anglais. Et les États-Unis vont devenir eh bien, une démocratie. Mais au fur et à mesure que cette démocratie va s'affaiblir, eh bien, l'oligarchie marchande allemande, qui est passée par l'Angleterre, qui est d'origine édomite, elle va arriver à imposer une tyrannie. Et cette tyrannie, c'est le nouvel ordre mondial. On ne peut pas comprendre Luxembourg, on ne peut pas comprendre qu'à la fois c'est un pays hyper spirituel, sacré, avec une famille régnante glorieuse, l'Église catholique qui a gardé toutes ses structures, un peuple qui est courageux, qui est arrivé à combiner ses influences sémites et ses influences germaniques ensemble, et aussi celles des Flandres, puisqu'il s'agit d'autres ethnies. Donc c'est un peuple qui est assez intéressant, qui est même très intéressant de par sa langue, de par la façon dont il s'est inscrit dans son environnement, même s'il a perdu presque la moitié de son pays. Les Belges ont pris le Luxembourg belge, les Français ont pris Thionville, les Allemands ont pris Trèves, et puis au nord aussi. Il y a la communauté allemande de Belgique aussi, anciennement c'était le Luxembourg. Et donc Luxembourg, il a ses particularités à la fois historiques, spirituelles. Il y a un Luxembourg qui est complètement grandiose. Et puis il y a un autre Luxembourg avec l'affaiblissement des pratiques religieuses qui s'est imposé. Et ça, c'est le Luxembourg du Quatrième Reich. C'est l'idée qu'après le Troisième Reich d'Hitler qui avait échoué, on pourrait reconstruire un empire européen tyrannique à partir du nationalisme allemand. Alors en Allemagne, ça a provoqué des choses terribles. Les Allemands ont perdu 2 guerres à cause du nationalisme. Les Luxembourgeois, eux, ont été du côté tantôt allemand en 14 du Kaiser parce qu'ils étaient contre la République, puis après du côté français puisqu'ils étaient contre Hitler. Ils ont refusé le rattachement au Reich. Et c'était un peu la belle avec le nouvel ordre mondial.
Et la question, c'était les Luxembourgeois, en règle générale ceux qui sont dans ce qui peut servir de noblesse à Luxembourg, c'est-à-dire la police et l'armée, est-ce qu'ils vont rester du côté du Grand-Duc ou est-ce qu'ils vont aller du côté du nouvel ordre mondial et des idées de Klaus Schwab? C'était un peu le défi qui était posé à Luxembourg au moment des attentats des Baumleier. Et là, on a vu qu'il y avait plusieurs camps qui s'affrontaient. À la fois, qu'est-ce qu'on a appris avec l'affaire Baumleier? On a appris que c'était des policiers qui étaient impliqués. On a appris qu'il y avait un agent de l'OTAN qui était un transfuge d'Europe de l'Est. On a appris qu'on essayait d'accuser le Grand-Duc, alors qu'il n'avait rien fait. Et puis, on a appris qu'il y avait des enjeux. Ces enjeux, c'était le moment où Luxembourg devait sortir de la sidérurgie. Il avait le choix entre le bancaire et le nucléaire. Or, le Premier ministre de l'époque, il était plutôt en faveur du nucléaire. Il y a finalement une centrale à Cattenom qui aurait donné aux Luxembourgeois suffisamment de revenus pour vivre leur vie sans avoir tous ces immigrés qui viennent au Luxembourg. Mais il y avait un danger au niveau atomique. Autre possibilité, c'était d'accepter le secteur bancaire, c'est-à-dire de devenir des amis de l'oligarchie financière anglo-saxonne et grâce au secret bancaire, de lui laisser organiser son système de multinationales capitaliste. Alors ce qui est singulier, c'est que Luxembourg était à la fois le pays qui a le plus aidé ces multinationales, ces internationales capitalistes à prospérer comme elles l'ont fait, en ne payant pas l'impôt. Mais de l'autre côté, Luxembourg, et ça je le sais par Camille, qui était au Crédit International, il voyait des fonds qui étaient donnés par les Rothschild et Rockefeller, le système financier international capitaliste, donner des fonds via Luxembourg à l'Allemagne de l'Est qui permettait de financer l'effort de guerre et la construction d'ogives nucléaires qui étaient plantées pointé sur l'Occident lui-même. Alors on avait à la fois des gens qui nous gouvernaient, qui nous disaient attention aux Russes et qui finançaient les Russes. Et on avait à la fois des gens qui nous disaient vous êtes des nations, on va vous protéger. Mais en réalité, le but de l'international capitaliste, c'était de détruire nos nations pour arriver à une gouvernance mondiale qui serait dominée par les anglo-saxons. Alors il a fallu réagir dans ce contexte-là. Et les Luxembourgeois qui avaient dit non à la construction de l'État d'Israël, qui avaient dit non au nucléaire, et ils ont eu raison de le faire, ils ont préféré dire oui au secteur bancaire, c'est-à-dire profiter de la structure de l'Union européenne. Ils étaient déjà dans un ensemble qui s'appelait le Benelux, et la conséquence du Benelux, c'est que la Hollande était restée stable, était arrivée à se réformer, se libéraliser. La Belgique s'était appauvrie et s'était effondrée, notamment à cause de la fraude fiscale, et l'argent s'était déplacé vers Luxembourg. Donc il y avait un gagnant, c'était la Hollande, il y avait un perdant, c'était la Belgique, et Luxembourg était entre les deux, plutôt au bas. Et puis, il essayait de survivre et de faire vivre sa population en essayant, à la fois de ne pas se fâcher avec ses amis du Benelux, et à la fois de rester ce qu'il est. Nous voulons rester ce que nous sommes. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le secteur bancaire, il n'est pas arrivé tout seul. Lorsque le secteur bancaire est arrivé, il y avait une condition. Et c'est cette condition que certainement le Grand-Duc Jean a refusée, ainsi que certaines personnes dans la police. C'était qu'on rentre dans le système de psychotronique. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Luxembourg est devenu une capitale du satanisme, alors qu'il y a la famille grand-ducale, l'église, un peuple formidable, et puis dans la géographie sacrée, Luxembourg a une très grande importance, notamment avec Vianden. Et qu'à la fois, Luxembourg soit devenu un lieu épouvantable d'une psychotronique qui est extrêmement mal menée. Je connais des pays où la psychotronique est utilisée en bien et profite à la population et ceux qui rejoignent cette population. Et puis, il y a des pays où ça part en couille. Et à Luxembourg, c'est le cas. Le système de psychotronique luxembourgeois, j'ai pu le constater moi-même, il est dans l'impasse. Et comme moi-même j'en étais victime, puisque j'ai été menacé lorsque je suis arrivé à Luxembourg, parce qu'on m'a dit les Arabes c'est fait pour vivre au Maghreb, tu dois dégager, sinon on va te régler ton compte. Il avait peut-être oublié que le mec en question, c'est que moi j'étais un descendant de Saint-Louis, comme la plupart des gens de l'aristocratie française, et que j'étais donc implicitement de la famille du Grand-Duc, et que lui n'était pas forcément un luxembourgeois de souche, et que son comportement il était illégal, il était déplacé. Et en réalité, il était rentré dans cette espèce de stratégie parce qu'il se basait sur des dossiers du renseignement français qui étaient pipés et erronés. Et de l'autre part, il avait ses problèmes personnels. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure comment Luxembourg est devenu un haut lieu du satanisme. C'est parce que les services de psychotronique, ils n'ont pas su faire la différence entre leurs problèmes personnels et ce qu'on leur demandait. Alors ce qu'on leur demandait, c'était tout simplement de créer un espace où on allait générer plus de sécurité, plus de protection. Et au lieu de générer plus de protection et plus de sécurité, ils ont généré plus de paranoïa.
Et cette paranoïa, elle va se retourner contre Luxembourg parce que les choix stratégiques qui ont été faits jusqu'à présent, bien, ils étaient erronés, notamment dans ce qu'on appelle les conventions mentales. Voilà. Donc je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la psychotronique. Ensuite, je vais vous expliquer le panorama historique, comment finalement c'était un peu déterminé par le déterminisme historique que ces 7 grandes capitales de l'Europe, elles allaient contribuer au nouvel ordre mondial, au nouvel ordre immoral de Klaus Schwab, sous la forme d'une tyrannie, et comment tout ça c'était lié au déterminisme historique. Pour le comprendre, eh bien, il faut d'abord expliquer ce qu'est la psychotronique, ensuite expliquer le déterminisme historique, et puis ensuite tout va retrouver sa place, et je vais vous donner 3 exemples. Pourquoi la section psychotronique de Luxembourg a pu par maladresse, provoquer la mort d'une jeune femme luxembourgeoise. Comment je connais 2 juifs qui ont beaucoup souffert puisqu'un a dû apostasier et l'autre s'est retrouvé en prison. Et ensuite, comment Camille a pu se retrouver finalement tuée par son frère après être frappée par un Polonais. Et comment cette affaire Colbert elle a généré un coût financier et une humiliation pour la police judiciaire, la section psychotronique et même le parquet qui n'était pas justifié. Parce qu'il y a des gens qui font très bien leur travail à la police judiciaire, il y a des gens qui le font bien au parquet, et puis il y a des gens qui le font bien aussi dans la section psychotronique. Mais il y a des gens qui se trompent par rapport à l'orientation qu'ils donnent au système. Ils provoquent beaucoup de souffrance chez les Luxembourgeois comme les étrangers. D'une certaine façon, ils sont en train leur peur ont pris le contrôle, et ils vont finir par produire. Vous savez, quand on a peur, on finit toujours par produire ce qu'on essaye d'éviter surtout. Donc la peur, elle nous fait oublier des choses. Elle nous fait éviter les choses. La peur, elle nous paralyse mentalement. La peur, elle nous fait aussi, elle nous met en état de terreur. Et finalement, si on se laisse gagner par la peur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par se produire ce dont on a eu peur, parce que nos fantasmes, nos pulsions inconscientes, eh bien, elles vont modifier la façon dont l'environnement va intervenir autour de vous. Je vais vous donner un exemple. Je savais qu'il y avait des personnes qui étaient chez moi et qui avaient décidé qui m'empoisonnaient, qui avaient décidé de me tuer. Or, je suis resté très proche d'eux et je leur ai donné toute mon amitié. Pourquoi j'ai su le faire? Eh bien, tout simplement, c'est que si vous voulez sortir de la dualité, eh bien, arrêtez de la générer. C'est d'ailleurs un des cours qu'on donne au temple. L'épreuve de la vie sur Terre, c'est une épreuve de qu'est-ce que notre mental est capable de créer. Il y a quelques années, j'avais vu à Luxembourg un film où c'était une sphère qui arrivait de l'espace, qui se posait au fond d'un océan, on allait l'étudier. Et puis il y avait des personnes sous le contact de cette sphère qui créaient des choses merveilleuses. Et il y en a d'autres qui se sont laissés embarquer par leur mémoire et leur peur cachée. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que ça a provoqué des catastrophes pendant des semaines. Et puis cette boule de lumière, eh bien, elle a compris que l'humanité n'était pas prête à la recevoir parce qu'elle était complètement enfoncée dans ses préjugés, dans ses négativités, et elle est repartie vers l'espace et elle a laissé chacun à ses illusions et aux conséquences qu'elles avaient créées. C'est très dangereux de s'enfoncer dans des illusions parce que le retour à la réalité, eh bien, il est très fort. Dans l'affaire de Camille, vous le verrez, eh bien, le policier s'est illusionné volontairement, il savait très bien ce qu'il faisait, il avait même des ordres pour le faire, il avait peur pour sa propre carrière, il a imaginé qu'il aurait des sanctions s'il se montrait injuste et partial à mon égard, jusqu'à simuler de faire une vraie enquête, ce qu'il avait omis de faire en réalité. On l'a piqué, j'ai démontré par A plus B comment il avait fonctionné d'un point de vue psychologique, son schéma mental. D'autre part, le juge d'instruction est tombé dans des illusions mentales qui ont même été provoquées par les policiers eux-mêmes et le service secret. Et puis ensuite, le magistrat de première instance, au lieu de voir la réalité des faits, il s'est laissé embarquer par ses illusions, c'est-à-dire sa peur des homosexuels, sa peur de la Bible, sa peur des juifs, sa peur des musulmans, sa peur des francs-maçons. On y a eu droit sur tous les registres, ça a été 5 semaines de vaudeville. Alors j'aurais aimé éviter ça, c'est-à-dire que le juge en question me traite comme un être humain, et donc avec amour, et qu'il vérifie les faits. Au lieu de ça, il a préféré rentrer dans ses fantasmes et dans ses projections. Un grand mal lui en a pris. Il a d'ailleurs fini par dire qu'il regrettait d'avoir pris cette décision. C'est quand même un peu difficile à admettre quand il n'y a pas d'excuse et quand la conséquence était 3 peines de prison à perpétuité. La manière dont la légèreté avec laquelle agit ce juge, en se laissant embarquer dans ses préjugés, dans ses fantasmes, dans ses projections et ses peurs, eh bien, elle indique que le juge avait des choses à se reprocher. Et on a appris, eh bien, après le fait que j'ai été innocenté, qu'il était mis en cause dans les attentats terroristes des Baumleier, qui justement visaient l'État luxembourgeois,
visait la famille grand-ducale, visait l'Église catholique, et qui était en réalité en arrière quelque chose qui était lié à l'OTAN, au service secret, certains membres de la police, qui s'étaient laissés embarquer dans une espèce de stratégie folle, qui était celle de laisser le nouvel ordre mondial et les idées de Klaus Schwab s'installer au Luxembourg. J'ai écrit plusieurs livres successifs sur la psychotronique avec un livre qui s'est en fait accumulé de plus en plus. Ça a commencé par Luxembourg, laboratoire du 4e Reich des riches. Ensuite, ça a été torture psychotronique au goulash de Chrassy. J'avais la théorie, après j'avais la pratique. Et puis, il y a eu psychotronique, la fin de l'état de droit. Et puis, un nouveau qui comprend la 5G, les vaccins, etc. La psychotronique, c'est quoi? Eh bien, c'est le rêve de tout tyran. C'est la capacité à contrôler mentalement ses sujets. Alors un tyran, il veut contrôler ses sujets à son propre bénéfice, c'est le cas de la tyrannie. Par contre, dans la synarchie, au début, c'était pas du tout le cas. Donc que ça soit dans l'islam, qui est une synarchie, en particulier au Maroc, ou que ça soit en Égypte, eh bien, il y avait l'institution de Saqqara. Alors qu'est-ce que c'est Saqqara? C'était un centre initiatique. L'aristocratie pouvait y rentrer et en sortir comme elle voulait parce qu'elle savait utiliser la croix d'encre. Je vous dirai pas comment elle l'utilisait. Donc il y avait une croix d'encre. Elle utilisait d'une certaine manière qui permettait à l'aristocratie, le clergé et la noblesse de rentrer et de sortir du temple de Saqqara. Par contre, pour les producteurs, pour les paysans et les artisans, eh ben, on leur demandait de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer. Et si d'aventure ils se sentaient assez bien, assez purs et assez intelligents, et assez bien pour pouvoir rentrer dans l'aristocratie, ce qui évitait la subversion, on les faisait passer à travers un certain couloir. Ce couloir, il était formé de 7 fréquences électromagnétiques qui correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel et qui, pour chacun des centres subtils, allaient réveiller des mémoires. Ce portail, il était encadré de prêtres scorpions qui avaient ordre, eh bien, si une personne avait menti, eh bien, de lui mentir et de les conduire. Si elle avait volé, de la dépouiller, de lui donner une raclée. Si elle avait tué, de la tuer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient assez stupides pour vouloir rentrer, mais il y avait des personnes qui, à cause un peu du fait que l'aristocratie, la noblesse ou le clergé pouvaient rentrer chez le peuple, hein, par exemple, et avoir des bébés par l'adultère, ou tout simplement parce qu'à force de pratique, eh bien, il y avait des gens qui avaient une mentalité de producteur et qui pouvaient accéder aux castes supérieures. On leur donnait cette possibilité en passant à travers le portail de Saqqara. Certains les franchissaient, ils étaient reçus. Ils devenaient des adeptes. Je vous renvoie d'ailleurs eh bien, à ce film américain qui s'appelle Sinoué l'Égyptien. Vous allez voir eh bien, un certain nombre des pratiques égyptiennes au moment où arrive l'empereur Akhenaton avec ce beau culte solaire. Ce culte solaire de la lumière, eh bien, il sera repris par l'islam puisque dans le Coran, on nous dit que l'épisode de Moïse, il a été justifié par le fait que Dieu, Allah, avait prévu pour l'Égypte un beau culte monothéiste. Et que d'abord, il a envoyé des Juifs en exil qui ont pu éduquer les kémites égyptiens. Et puis ensuite, il y a c'est l'islam qui a pris le contrôle de l'Égypte. À l'heure actuelle, l'Égypte a été d'abord sous le contrôle de l'Union soviétique et maintenant sous le contrôle des États-Unis, après s'être attaqué à Israël. Et on attend la venue du Mahdi pour qu'il installe sa capitale en Égypte. Vous avez en Égypte un centre initiatique qui est très important, qui est l'université du Caire, où d'ailleurs René Guénon a fini sa vie. La cité d'Al-Azhar est la plus ancienne et la plus célèbre du monde islamique. Notre guide insiste sur le fait que ces étudiants viennent du monde entier et nous explique que l'on exclut systématiquement les étudiants de confession chiite, suspectés d'entretenir des liens avec les milieux terroristes. Nous aurons droit à l'éloge de l'Italie pour la réfection des bâtiments grâce à son don de précieux marbre de Carrare. À la différence de Téhéran et de l'Iran, ici, hommes et femmes cohabitent dans les espaces réservés aux discussions et aux prières. Cette université est la plus fréquentée par les Occidentaux, en particulier les Français, Allemands et Anglais, convertis à l'islam et qui deviennent souvent les interprètes les plus rigides et les plus catégoriques des textes sacrés.
Le philosophe René Guénon est l'initiateur de ce mouvement estudiantin remontant aux années précédant la Seconde Guerre mondiale. Il a encore aujourd'hui de nombreux disciples en Égypte et dans le monde entier. René Guénon était favorable à l'unité de l'islam, alors qu'aujourd'hui l'Occident veut diviser les islamistes. À qui profite cette opération? Elle sert à garder sous contrôle et à maintenir sous pression la population arabe, la population islamique, pour la forcer à construire un marché pour les produits occidentaux. C'est tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système de psychotronique, c'est-à-dire de contrôle mental de la population à partir de l'électromagnétisme, à partir de la religion, il a continué en Égypte et jusqu'à une certaine période. Et à la fin de l'ère du taureau, il s'était corrompu et il y a eu une sanction qui a été la fuite des Hébreux, l'Exode. Ensuite, ils ont corrigé, ils sont venus au culte de Bélier. En attendant, eh bien, les Hébreux étaient passés en Judée. Et là, en se mêlant aux Cananéens, eh bien, ils ont installé une timocratie, la timocratie de Judée, parce que la monarchie juive s'est pas très bien comportée. Ensuite, eh bien, avec la mort de Jésus, alors cette synarchie qui s'est corrompue, elle a amené la mort de l'empereur, du pharaon. Cette timocratie qui s'est mal comportée, elle a amené la mort de Jésus. Et le flambeau a été transmis de civilisations qui étaient d'abord égyptiens et puis ensuite juifs dans tout le bassin méditerranéen et ensuite français, puisque la France a été une civilisation qui a compté dans l'histoire. Eh bien, elle a été dominée par l'oligarchie capétienne en France, qui a développé le modèle oligarchique qu'on appelle, eh bien, tout simplement la féodalité. Cette féodalité, elle avait un mode de structure synarchique, puisqu'on avait le clergé, on avait la noblesse, on avait le tiers-état. Et puis, cette oligarchie, elle va se corrompre, parce qu'elle passe d'une oligarchie terrienne avec le code des chevaliers, à une oligarchie financière faite de petits bourgeois qui n'ont aucune moralité, sauf celle de gagner de l'argent. Et alors, on passe ensuite à la démocratie américaine. Elle est fabriquée par les membres de l'ordre du Temple qui se réfugient en Écosse, puis eh bien, qui vont se réfugier au Québec. C'est le fameux tableau des bergers d'Acadie. Et cette démocratie américaine, elle va durer jusqu'aux alentours de 1913, où l'oligarchie financière anglo-saxonne eh bien, va récupérer le contrôle des États-Unis et imposer petit à petit la marche forcée vers le nouvel ordre mondial. Alors comment est-ce qu'on peut définir ce nouvel ordre mondial? Je vous ai dit qu'au début, eh bien, on éliminait les gens les pires, il y avait une subversion sociale, on éliminait les gens qui étaient animés d'une volonté de subversion sociale à travers la pyramide de Saqqara. C'est pareil dans l'islam, chacun reste à sa place et quand il y a des personnes qui sont animées de subversion sociale, eh bien on les élimine en appliquant la charia. Ou alors on essaye de les ramener à leur place avec gentillesse pour leur faire comprendre qui ils sont et quelle est leur place dans la société, ce qui n'empêche pas que dans les initiations soufis, derrière on peut avoir un niveau très bas dans la société, mais avoir un niveau très élevé dans les groupes spirituels, les groupes soufis. C'est pareil dans la franc-maçonnerie, vous pouvez être le boulanger du coin et un vénérable. Par contre, vous pouvez être le président de la République et seulement avoir fait les loges bleues, les graphistes. Cette tyrannie, en réalité, elle va principalement s'appuyer sur la Suisse et avec un combat. Donc c'est des Édomites qui vont l'animer depuis la Suisse. Et il va y avoir un combat du côté juif entre ceux qui sont sionistes et qui veulent une capitale de nouvel ordre mondial en Israël et ceux qui sont Lubavitch, les Shabbat, et qui veulent une capitale d'un nouvel ordre mondial multipolaire en Ukraine. Alors ils sont d'accord pour que les Israéliens existent, mais eux ils veulent leur propre capitale juive en Ukraine avec les orthodoxes. Alors c'est le conflit actuel entre la Russie et les États-Unis. Et pour assister cette tyrannie mondiale, eh bien, alors qu'autrefois on utilisait les pyramides, puis on a utilisé le temple de Jérusalem, puis on a utilisé les cathédrales et les églises, puis on a utilisé les temples maçonniques, maintenant on utilise un boîtier noir, j'ai mis un petit variateur et une antenne, c'est les vieux modèles des années 80 de matériel psychotronique. Imam Khamenei, quel est le rapport entre foi religieuse et action politique d'après le Coran? La révélation de Dieu apparaît dans un message de libération, d'exaltation de l'être humain, à laquelle on accède en renversant les abus de l'impérialisme. C'est la foi de Dieu qui a noyé le pharaon dans la mer Rouge et qui a fait s'écrouler les empires de Rome et de Byzance. Quand un tyran prétend faire de son peuple la race élue et les autres ses esclaves, les déshérités peuvent reprendre en main leur destin s'ils suivent les messages des prophètes. À présent, ce sont les Américains qui oppriment les peuples islamiques à travers... Alors le matériel psychotronique, il est comme la 5 et la 6G qui détruit les abeilles. Si vous êtes spirituel, si vous êtes monarchique, vous allez vous faire éliminer
par les fréquences qui sont émises. Ce qu'ils veulent, c'est des individus qui soient des esclaves et qui soient d'accord pour se comporter comme des zombies. Voilà. Donc c'est une usine à zombies. Hein. Et ces zombies-là, eh bien, ils ont décidé qu'il n'y en aurait que 500 millions. Voilà. Et encore. Voilà. Il semble qu'on soit face à un grand abattage, un grand programme d'extermination basé sur 4 phases, les virus, le contrôle électronique des mouvements, une guerre avec la Russie, puis une fin mondiale qui serait suivie par un questionnement sur l'existence des extraterrestres. Tout ça serait évidemment fait à base d'hologrammes, c'est la stratégie que l'on appelle Blue Beam, vous connaissez tout ça si vous êtes habitué de ma chaîne. La psychotronique, elle a 2 grandes tendances. D'abord, elle s'appuie sur le satanisme, c'est-à-dire que c'est un programme de dépopulation. Satan, c'est l'adversaire, c'est celui qui est l'adversaire de l'humanité. Donc Satan, il considère que l'humanité, elle n'est pas bien faite, qu'il faut la détruire et qu'il faut en faire autre chose. Et cette autre chose qui est proposée, c'est le luciférianisme, c'est-à-dire que l'homme peut se passer de Dieu, avoir accès à la connaissance du bien et du mal tout seul, se passer de Dieu et construire son univers comme il en a envie. C'est ce qui est programmé, cette dépopulation et ce projet de nouvel ordre mondial, par l'agenda de Rio, ou Rio 2030. C'est pas pour rien que je suis venu au Brésil, et en particulier à Rio, parce qu'en réalité ici, il y a un énorme cercle satanique qui s'était fait au sein de la société brésilienne. Les Brésiliens, c'est des gens qui ne sont pas du tout sataniques, qui sont très religieux, mais on a un petit groupe de satanistes qui est venu ici se réunir tout simplement pour inverser l'énergie spirituelle du Brésil et l'utiliser pour détruire l'hémisphère nord. Je vous ai raconté plusieurs fois quel était le futur du Brésil et comment tout ça allait se mettre en place. La psychotronique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technique qui a été découverte par étapes. D'abord, ça a été le rêve d'Adolf Hitler, le rêve des soviétiques, mais c'est devenu le rêve de leurs successeurs, ceux qui ont financé Hitler comme Staline, c'est-à-dire l'oligarchie marchande anglo-saxonne. C'est un système qui est basé sur l'électromagnétisme, tel qu'il a été découvert par Nikola Tesla, le pouvoir conditionnant des sons, tel qu'il a été découvert par Gavroux en France, l'importance des mémoires et des pulsions de vie et de mort, ou Eros et Thanatos, qui a été découvert par la psychanalyse, à partir de la Kabbale, et puis la psychotronique à proprement parler, qui est la base du programme MK-Ultra, qui a été créé à partir des découvertes de Adler, qui était le docteur Adler, qui était un monstre américain, et qui a alimenté l'idée chez les tyrans de l'oligarchie marchande anglo-saxonne d'origine édomite de créer un transhumain, c'est-à-dire un être humain qui soit stérile, dont le monde soit réduit, dont on ne gardera ceux qui ne peuvent pas être remplacés par des robots et des ordinateurs, c'est-à-dire les gens qui chantent bien, qui s'amusent, les créatifs, les gens qui ont une vision, notamment les gens qui ont des capacités psy, c'est des gens qui les intéressent. Je vous renvoie à Minority Report et l'usage qui a été fait des voyants, parce que c'est des gens qui ont une peur bleue de l'avenir. Et les voyants, c'est quelque chose qui les intrigue. Ils veulent savoir qu'est-ce qui va leur arriver dans l'avenir, s'ils vont réussir avec le nouvel ordre mondial. C'est Klaus Schwab, avec Sadhguru, qui dit que les prophéties, les prédictions des sociétés traditionnelles sont une insulte à l'intelligence humaine. Moi, je trouve que c'est le contraire. Je trouve que les prophéties et les prédictions, elles nous disent que si on n'est pas assez intelligent, et si on est trop dans l'ego et dans l'hubris, eh bien, il va se passer ce que disent les prophéties. Et on voit plusieurs fois dans la Bible que les prophéties ne s'appliquent pas parce que les gens deviennent plus religieux, et donc ils vont d'une certaine façon, fermer les failles, laisser de côté le mémoriel, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aller vers l'arbre de vie. Et la religion, elle nous amène vers l'arbre de vie, elle nous amène vers la vie dans cette vie, de profiter bien de la vie telle qu'elle est avec un code moral, et puis dans l'avenir aussi, d'avoir une survie après la mort. Voilà. C'est ce qu'on apprend dans le bouddhisme, c'est comment survivre après la mort du corps physique. On n'a pas envie de devenir éternel d'un point de vue physique dans le bouddhisme. On essaye d'avoir une part d'immortalité d'un point de vue psychique, c'est-à-dire se transférer vers une terre pure, et puis après, définitivement, aller dans la mémoire divine, où à n'importe quel moment, Dieu va pouvoir nous ressusciter, nous remanifester. Donc vous voyez qu'il y a un point d'équilibre entre le christianisme et le bouddhisme. Alors, comment Nikola Tesla a découvert cette histoire? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant, et c'est en réalité extrêmement simple, et ça concerne surtout les mammifères. Quand on s'intéresse à la psychotronique, c'est intéressant de lire les découvertes du professeur Yves Rocard, le père du Premier ministre Michel Rocard, qui avait d'ailleurs fait un rapport sur les crimes de l'armée française et de la police française en Algérie, notamment l'existence de camps de concentration, quasiment d'extermination. Le professeur Rocard, Yves Rocard, nous explique des choses assez importantes, c'est que nous sommes soumis à l'oscillation magnétique de la planète qu'on appelle l'oscillation de Chandler. C'est ce qui fait que, en nous, il y a la vie, ça oscille. Notre corps, il envoie un signal électromagnétique permanent et ce signal, il est oscillant.
et il est synchronisé avec notre planète. Plus vous êtes synchrone avec l'oscillation de Chandler, plus vous êtes en bonne santé, plus vous avez de vitalité. On s'est aperçu aussi qu'il y avait au sommet de la planète, tout autour de la planète, non seulement la ceinture de Van Allen qui nous protège des radiations cosmiques, mais qu'il y avait une constante, la constante de Schumann, c'est une onde électromagnétique qui est en hauteur et qui interfère, qui régule en fait la foudre, les éclairs, et qui interfère beaucoup dans la vie électromagnétique, donc psychique, subtile, des individus. Et on s'est demandé d'où venait cette constante de Schumann, cette oscillation Chandler et puis cette ceinture de Van Allen. Et on s'est aperçu que le mouvement des métaux, donc le centre de la Terre c'est un cube en fusion de fer pur, et puis il y a des métaux qui circulent autour, hein, en forme de cercle, mais de temps en temps les métaux montent, hein, parce qu'ils fondent sous l'effet du noyau terrestre, donc ils se pulvérisent, ils vont monter, et puis en montant ils vont se refroidir, en se refroidissant ils vont s'amalgamer et ils vont redescendre. Donc on s'aperçoit eh bien, que quand vous avez des métaux qui sont ici très fins et qui deviennent gros, il y a un phénomène de convection, eh bien on a des ondes électromagnétiques ascendantes et on a des ondes électromagnétiques descendantes. C'est-à-dire que si vous êtes sur un point ascendant, eh bien vous allez être très stimulé d'un point de vue nerveux, d'un point de vue subtil, d'un point de vue électromagnétique. Puis si vous avez un point descendant, vous allez vous sentir vidé. Entre les deux, eh bien on a un flux de surface, hein, et ce flux de surface qui permet notamment aux mammifères de vivre en interaction avec l'oscillation magnétique de Chandler et les flux électromagnétiques terrestres, c'est ce qu'on appelle la constante de Schumann. La constante de Schumann, eh bien, elle est comprise dans la ionosphère. Or, Nikola Tesla s'est aperçu que lorsqu'on déformait la ionosphère, on émettait de l'électricité, on déformait la ionosphère, et puis on mettait de la poudre avec des avions à un endroit, et puis pouf, l'électricité redescendait vers la Terre. Donc il a eu l'idée qu'on pourrait non seulement distribuer de l'énergie partout sur la Terre de cette manière, en l'envoyant dans la ionosphère puis en le redirigeant vers des coupoles qui la recevraient, mais Nikola Tesla s'est aperçu qu'on pouvait l'utiliser comme arme de guerre et que non seulement ça pouvait rendre les gens hypertoniques, donc hyper agressifs, ou super atones, c'est-à-dire super dépressifs. Et il s'est aperçu qu'on pouvait non seulement faire du contrôle psychique sur les mammifères de cette manière, ça a été utilisé pendant la guerre d'Irak, mais qu'on pouvait, en intensifiant ces micro-ondes, faire exploser la cervelle d'une personne, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons des capteurs. Et ces capteurs, c'est l'hémoglobine qui circule dans notre corps, et qui, à partir de notre cœur, émet une onde en forme de 8. Okay. Lorsqu'on déforme ce 8, en pulsant des ondes électromagnétiques chez la personne, on va provoquer d'abord au niveau vagal, au niveau des intestins, du système gastro-entérique, eh bien, de la peur dans le plexus solaire, puis des vomissements. Et puis on peut créer ensuite de la confusion au niveau mental, puisque l'onde électromagnétique va aller des neurones que nous avons dans nos intestins jusqu'aux neurones qu'on a dans notre cerveau. Et au final, quand la confusion est au niveau intestinal et au niveau mental, vous pouvez faire une crise cardiaque. C'est-à-dire, eh bien, votre cœur, sous l'effet de l'impossibilité de cette onde électromagnétique de se disperser en 8, votre cœur physique va se déformer et vous allez avoir une crise cardiaque. C'est le fameux pistolet à crise cardiaque, soit chimique, soit électromagnétique, qui a été mis au point par la CIA. Nikola Tesla, il a donc compris l'effet de l'électromagnétisme sur la conscience humaine. Par contre, ce qu'il n'avait pas découvert, c'est l'effet conditionnant. Alors, il a commencé à le découvrir à la fin de sa vie à partir du pouvoir des nombres, notamment de 369. Mais il revient à un scientifique français qui est à l'origine du programme Félin de l'armée française. C'est un programme qui émet des sons, des infrasons et des suprasons, qui ont été découverts parce que dans le laboratoire CNRS, où j'ai travaillé d'ailleurs, j'ai travaillé en face de son laboratoire, de Vladimir Gavreau, il y avait une usine à côté qui avait un énorme ventilateur. Et cet énorme ventilateur, il émettait des infrasons en cascade, tout comme d'ailleurs les éoliennes. Et il y avait des personnes qui non seulement avaient des malaises, des gens qui se sentaient mal, des gens qui faisaient des crises cardiaques. Et puis un jour, il a eu l'idée de comprendre ce que c'était. Il s'est aperçu que ce ventilateur, il émettait des infrasons. Et il a eu l'idée, à travers les radiateurs, le système de radiateurs du laboratoire CNRS où il travaillait, d'envoyer un message infrasonore, de préparer de la nourriture et de la donner à autrui. Et sa surprise a été incroyable le lundi matin, c'est-à-dire après une semaine de suggestions, la semaine suivante, eh bien, la plupart des gens ont apporté de la nourriture et l'ont offert à leurs collègues. Donc, il s'est aperçu qu'en envoyant des ordres par infrason,
ben, les gens réagissaient. Ils avaient l'impression que ça venait d'eux. Hein. Donc il y a l'instinct des personnes et puis il y a leur intellect. Et il s'est aperçu qu'en agissant sur l'intellect des personnes avec des infrasons, on pouvait faire réagir les gens, on pouvait leur faire ce qu'on voulait. Donc il a redécouvert une chose qu'avaient compris les Égyptiens, qu'avaient compris les Juifs, qui avaient compris le temps des cathédrales et qu'avaient compris les francs-maçons, c'est qu'en faisant des prières, en faisant des mantras, en faisant des rituels, on arrivait à agir positivement sur la conscience d'autrui. Et l'idée s'est renversée contre lui, parce que vous savez que la recherche en France, elle est financée par le lobby militaire. On s'est dit, eh bien, si on envoyait des sons qui détruisent. Donc vous retrouvez ça dans l'affaire Tournesol, on envoie des vibrations pour détruire des immeubles, mais on peut aussi envoyer des vibrations avec des sons pour détruire des personnes. L'Inde avait découvert ça, c'est ce qu'on appelait les astras et les mantras. Donc l'idée, ça a été de voir comment ça fonctionnait, et à partir des découvertes de William Reich sur les mémoires corporelles, et l'inconscient individuel et collectif, qui avait été au niveau collectif expliqué par Jung à partir de la Kabbale et Freud aussi au niveau individuel. Donc c'est aperçu que chaque personne, dans son électromagnétisme et dans les sons qu'émettait son corps, ces craquements, c'est ce qu'il appelait les archétypes, les archétypos, eh bien il y avait la présence de mémoire. Et on s'est aperçu qu'en réalité, eh bien on pouvait faire réagir ces mémoires, c'est-à-dire qu'on pouvait les rendre silencieuses ou les faire réagir, et qu'elles allaient, comme nous l'explique le bouddhisme, ces mémoires, les samskaras, eh bien produire soit de la passion, soit de l'aversion. Et on s'est aperçu qu'on pouvait manipuler les gens, c'est-à-dire que quand on envoyait un ordre, on prenait le contrôle de l'électromagnétisme d'une personne, et rien de mieux qu'un téléphone portable pour l'obtenir aujourd'hui ou le Wi-Fi. Quand on envoyait des sons, qui ne s'entendent pas, des infrasons et des suprasons, eh bien on pouvait non seulement amplifier certaines mémoires, on pouvait non seulement les faire taire, mais on pouvait aussi en créer de nouvelles. Or, quand on contrôle l'électromagnétisme, les sons et les mémoires d'une personne, c'est ce qu'on fait dans le yoga, eh bien, on rentre dans la science psychotronique. Et cette psychotronique, elle a été véritablement initiée d'abord par l'Allemagne nazie, puis les soviétiques qui pensaient qu'ils trouveraient un moyen pour faire du lavage de cerveau et qu'on serait tous de bons communistes. Mais les Américains ont compris qu'avec la psychotronique, et ils ont essayé avec Adler sur des vétérans de l'armée américaine, eh bien on pouvait modifier leur conscience. C'est-à-dire on pouvait les faire mourir, on pouvait les faire agir comme on voulait, on pouvait avoir des tueurs, on pouvait avoir des créateurs, on pouvait complètement façonner le psychisme de l'humanité en la mettant sous hypnose. Et l'idée est venue, eh bien, non seulement d'avoir un électromagnétisme artificiel, ça a commencé avec les turboines puis les antennes de téléphonie mobile, et d'avoir des chaînes qui seraient portées par chaque personne et qui seraient un cheval de Troie qui permettrait au système de rentrer dans votre électromagnétisme en changeant votre oscillation magnétique, en envoyant des sons, en jouant sur votre mémoire et en faisant de vous un bon petit robot de la tyrannie. Voilà. Et donc est venue l'idée, que véhicule actuellement Klaus Schwab, qu'on pourrait mettre un implant à l'intérieur de votre tête et qu'un ordinateur central va contrôler vos pensées et de là contrôler votre comportement. Alors ce programme de dictature avec des chaînes intérieures qui séduiront beaucoup les adeptes de la tyrannie, c'est-à-dire les gens qui sont nuls, qui n'ont aucune qualité personnelle et qui n'ont aucune spiritualité, aucun psychisme personnel et qui veulent se faire tyranniser, le nouvel ordre ça sera parfait. Il suffit de mettre du graphène dans votre corps qui va servir d'antenne, des nanotechnologies qui vont modifier votre biologie, et puis avec des ondes électromagnétiques pulsées à distance, on fera de vous ce que vous voulez. Pour ce faire, il faut quand même agir sur votre corps et il faut notamment s'assurer que dans votre corps, il y a le moins de cuivre, le moins d'argent et le moins d'or possible. Voilà. Donc cette stratégie a amené à interdire, par exemple, les médicaments homéopathiques or, cuivre, argent. Elle a amené à interdire les vitamines, par exemple, avant l'épidémie de Covid, puisqu'il semble que ça soit plus une réaction à la 5G avec un pulvérisage de virus plutôt qu'une véritable pandémie. D'ailleurs, tout ça a été prévu. D'ailleurs, actuellement, il y a une épidémie qui arrive de varicelle, il me semble que c'est ça le nom de variole. Et l'armée américaine a déjà le virus, puisque ça fait des années qu'elle travaillait sur le sujet. Voilà, ça reprend d'ailleurs beaucoup le texte de l'Apocalypse. La psychotronique, donc, elle permet de modifier la conscience humaine, de la faire obéir, et puis elle permet aussi d'éliminer les gens qui ne donnent pas satisfaction. Or, autrefois en Égypte, c'était les prêtres scorpions qui tenaient la pyramide de Saqqara. C'est les oulémas avec les savants de l'islam qui tiennent l'islam.
Chez les juifs, c'était le clergé. Dans l'oligarchie française, c'était l'église catholique, mais surtout les chevaliers. Dans la démocratie, c'est les maîtres maçons. Et dans la tyrannie, c'est les services de psychotronique qui sont dans la police et qui sont dans l'armée. Et le problème, c'est que si autrefois, on sélectionnait les meilleurs pour entrer dans la pyramide, de nos jours, on sélectionne les pires pour entrer dans le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, on est face à une pyramide inversée où les gens les plus méchants sont en haut et les gens les plus en bas, les plus gentils sont en bas. Et l'intégralité de la pyramide pèse sur eux. Si vous faites le tour du monde, vous verrez que vous trouvez des gens du peuple partout très gentils, mais que partout, les gens vous disent, les gens qui nous gouvernent sont complètement pourris. Alors après investigation, c'est très simple de voir qu'en haut de cette pyramide, il se trouve une famille d'édomites, la famille royale d'Angleterre, 12 familles autour et 300 autres familles autour qui en réalité ont choisi d'éliminer l'intégralité de la population, ils le disent au Gayston de Géorgie, et de vivre seulement avec 500 millions de leurs descendants qui n'auront ni croyance religieuse puisque les zones du cerveau qui y correspondent auront été détruites, qui n'auront aucun affect pour autrui, peut-être de la compassion et peut-être de la passion, disait Klaus Schwab, encore il n'était pas sûr, parce que tout le reste de l'humanité, c'est-à-dire les producteurs, les paysans, les artisans, la police, l'armée, la justice, les impôts, pourraient être remplacés par des robots. Et on gardera qu'un clergé d'artistes qui seront là pour le divertissement d'une élite de télépathes qui dominera la planète, qui fera, nous dit les Gayston, qui contrôlera la génétique, qui contrôlera l'évolution et qui aura que faire de Dieu. Voilà. Alors ce programme, il est annoncé à l'aéroport de Denver, où on voit qu'à la fin, il y a une espèce de plante transgénique avec un Indien qui est devant, puis des peuples du monde entier, qui auront été sélectionnés à cause de leur type national pour survivre. Les autres, évidemment, ils seront priés d'aller se faire voir dans les poubelles de l'histoire. Or, il est très intéressant de voir que ce programme de psychotronique, il a été préparé par la loge 666 de Toronto, qui a émis un texte qui avait été publié par Serge Monat, ce qui lui a coûté la vie, qui est Aurore Rouge. Et derrière, il y a un autre texte qui s'appelle Blue Strike. Aurore Rouge nous dit que désormais, il faudra recruter des policiers, des militaires qui n'ont aucun référent traditionnel et qui n'ont aucune moralité, c'est-à-dire qui n'ont aucun affect pour autrui et qui vont accepter, parce que leur conscience est fragmentée, d'obéir aux ordres quels qu'ils soient. Alors pour cela, il y a un programme mondial qui a permis de faire entrer dans la police et de l'armée seulement des personnes qui venaient de familles où il y avait des abus sexuels, où il y avait de la pédocriminalité, où il y avait des passés de toxicomanie et où il y avait des actes de délinquance. Donc c'était le fait de remplacer les nobles par des ignobles. Et ces ignobles, on les a mis particulièrement dans les services de psychotronique, sauf que l'affaire elle n'est pas tellement bonne. C'est-à-dire si vous voulez détruire les nations, si vous voulez détruire le socialisme, si vous voulez détruire le capitalisme, si vous voulez détruire la civilisation, ce qu'ils sont en train de faire, c'est parfait, parce que ça va générer une guerre civile. C'est une guerre contre les peuples qui va générer une guerre civile généralisée qui va mettre fin à toutes les institutions démocratiques et qui permettra, bien entendu, après, d'imposer une gouvernance mondiale avec sa monnaie et sa propre armée de robots. À Luxembourg, je me suis aperçu que le système de psychotronique, il pouvait être utilisé comme en Égypte. Il pouvait être utilisé avec des moyens de l'Égypte ou avec un temple comme en Judée, avec des églises comme en France ou avec des temples maçonniques. Non. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de transformer la société en une espèce de prison électromagnétique et sonore. Et comme gardiens, ils ont essayé de recruter les personnes les plus perverses de la société. Alors j'ai pu remarquer à Luxembourg que les gardiens de prison étaient recrutés pour être les personnes les plus gentilles du pays. Et ça, je vous le confirme. On a la chance à Luxembourg d'avoir un personnel carcéral qui est exceptionnel par son intégrité morale, qui est impliqué dans aucun trafic, par sa gentillesse, par son respect des détenus. D'ailleurs, dès qu'un gardien franchissait la ligne, il était systématiquement écarté. Et je dois dire que souvent, les personnes les plus honorables que j'ai rencontrées dans ma vie, et bien intentionnés et gentils, étaient les gardiens de la prison de Schrassich, à qui j'envoie d'ailleurs mon souvenir et mon amitié. Je leur ai écrit quand je suis sorti, je leur ai envoyé mon livre. J'ai jamais été méchant avec eux, j'ai toujours été très respectueux et ils l'ont été avec moi. Au début, c'était un petit peu difficile à cause des tests de psychotronique et puis de l'omniprésence de Christian Kiefer et des tests de psychotronique de la police judiciaire. C'est pour ça que je ne suis pas favorable
à ce que la police puisse, comme c'est le cas à Luxembourg, entrer dans la prison. Je pense qu'il faut avoir du personnel qui est dédié au travail psychotronique et aux interrogatoires, qui fait partie du personnel pénitentiaire et qui ne doit pas avoir de lien avec la PJ. Et surtout, il ne faut pas faire changer les gens de service. Je pense qu'on doit véritablement avoir des prêtres scorpions, c'est-à-dire des gens qui sont formés pour ça et qui sont intègres, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque c'est la PJ qui rentre. Et qu'en plus, à cause des mutations et de la petitesse du pays, il y a un phénomène de pollution entre les différents services. Ce que je me suis aperçu en prison, c'est que chez les personnes qui étaient dans les services de psychotronique, à la police et à l'armée luxembourgeoise, mais c'est la même chose en France, on rencontrait des problèmes qui étaient typiques de la population d'origine germanique, notamment édomites. Les édomites, je vous l'ai dit dans un précédent poste, ils ont un problème avec les femmes, ils ont un problème avec les sémites et ils ont un problème avec le pouvoir et l'argent. Pour mieux le comprendre, eh bien, on va aller dans la Bible et je vais vous parler de l'histoire de Édom, qui est leur ancêtre, Ésav, dont nous parlent beaucoup les rabbins, en règle générale dans le judaïsme, du droit d'aînesse perdu et du plat de lentilles. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Sem, il a eu des descendants, notamment Abraham, et Abraham a eu 2 fils. Il a eu comme premier fils Isaac, et comme deuxième fils Ismaël, et comme deuxième fils Isaac. Ismaël est l'ancêtre des musulmans, sémites donc, et Isaac est l'ancêtre des juifs et des édomites. Isaac a eu 2 fils. Il a eu Jacob, qui après un combat avec l'ange, avec Léa, s'appellera Israël, qui correspond à une communauté spirituelle, celle qui est en paix avec Dieu. Et puis il y a une autre communauté qui est sortie d'Isaac, c'est la communauté d'Ésav, Ésaü, c'est la communauté des Édomites. Or ces Édomites, ils ont posé problème dès leur naissance, c'est-à-dire que Ésaü, il était roux, il était rouge de peau, il était chasseur, il était extrêmement violent, il battait sa femme et il était d'une cruauté absolue. Et donc, Isaac s'est inquiété d'avoir un fils comme ça, rouquin, violent, etc. Il s'est demandé d'où vient cette génétique. Évidemment, elle vient de Noé, c'est-à-dire de la période antédiluvienne, avant le déluge, où il y avait ce type d'individus qui ont provoqué une catastrophe sur Terre. Donc, face au comportement de son frère aîné, Ésav, Édom, Jacob Israël a pensé que si on le laissait gouverner, eh bien ça serait terrible. C'est-à-dire qu'il arriverait que des malheurs, on s'entre-déchirerait, les femmes seraient battues, c'est-à-dire qu'on serait sur un schéma où la femme serait considérée comme du bétail, l'homme serait un radieur, et que ça serait impossible, qu'on irait vers la sorcellerie, que ça serait impossible de faire une civilisation qu'on retournerait comme les primates pré-adamiques. Donc, par une astuce, il a compris qu'en fait, son frère réagissait de cette manière, Ésav, parce qu'il avait un dysfonctionnement énergétique, et qu'en particulier, il avait beaucoup de fer dans son hémoglobine, ce qui le rendait très sensible aux champs électromagnétiques, très sensible aux sons qui étaient émis par l'environnement, et que du coup, Ésav, il était complètement perturbé d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue subtil. Et donc, il a compris que s'il lui donnait un supplément de fer, Ésav serait complètement perturbé d'un point de vue psychologique. Or, il s'est aperçu que Ésav, il adorait bouffer comme un chancre, il adorait baiser, il battait sa femme, il partait, c'était le carnage permanent. Donc, il s'est aperçu que quand il faisait manger des lentilles à Ésaü, qui sont chargées de fer, Ésaü, il était tellement chargé d'énergie qu'il s'endormissait. Donc, il lui a servi un plat de lentilles, et pendant qu'Ésav était complètement perdu dans ses pensées, comme s'il avait pris des drogues, Jacob Israël est allé voir son père Isaac, il a mis une peau de chèvre sur lui, il lui a fait croire qu'il était Ésav, et il lui a demandé la bénédiction, le droit d'aînesse. C'est comme ça que
Jacob Israël, qui était beaucoup plus sage, qui était beaucoup posé, qui s'occupait bien de sa mère, qui était très gentil avec sa compagne, et qui était prêt à construire une civilisation, eh bien, il a eu la bénédiction de son père Isaac, tandis que Édom, eh bien, lui, quand il s'est réveillé de sa folie, eh bien, il a pris très très mal, il est devenu extrêmement violent, puis il est parti. Et en partant dans le monde, à travers ses entreprises de nomades, il s'est installé d'abord en Anatolie, et puis ensuite il s'est installé en Grèce, ça a été l'origine des cités grecques, avec ses descendants, et ensuite il s'est installé à Rome, et ses descendants ont été à l'origine de l'Empire romain. Or, ce qui s'avère, c'est que dans sa folie, au bout d'un moment, eh bien, Édom, eh bien, il est revenu en Terre Sainte, et puis il a demandé pardon, son père était mort, il a demandé pardon à sa mère, et il est devenu quelqu'un de très bien. Donc, il s'est développé l'idée que les descendants des Édomites, eh bien, ils n'arrivaient pas à faire des civilisations, ils étaient querelleurs, d'ailleurs, il avait des problèmes de fertilité, il était assez stérile. Donc, disons, les femmes qui choisissaient juifs qui pouvaient coucher avec lui, elles n'arrivaient pas à procréer avec lui, elles devenaient stériles. Donc, c'est pour ça qu'Ésav est allé chercher des femmes à l'étranger, comme on va chercher du bétail, comme on va chercher des proies. Donc, chez les Édomites, il y a cette passion d'aller chercher des femmes à l'étranger, parce que si on se marie au sein de sa propre famille de rouquins, eh bien, on devient stérile. Et ce qui s'est passé, c'est que ces empires, ils se sont développés. Et petit à petit, ils sont arrivés à se ranger au contact du sémitisme. Par exemple, eh bien, les descendants d'Ésav par les Grecs, donc, et par Alexandre de Macédoine, ils sont venus au temple de Jérusalem. Ils ont été enseignés par les Juifs. Ils ont reçu une traduction en grec des Écritures juives, c'est ce qu'on appelle la Septante. Et grâce à ça, eh bien, l'empire grec, après Alexandre le Grand, s'est pacifié. Il s'est divisé avec différents satrapes, et puis en réalité, les civilisations continuaient, mais de manière beaucoup plus pacifique et constructive. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que les descendants d'Ésav et Ésaü qui étaient à Rome ont pris le dessus sur les Grecs, et puis ils ont recommencé les bêtises, c'est-à-dire eh bien, aller chercher des femmes à l'étranger, c'est les aventures coloniales de Rome, faire de la razzia, aller chercher des biens, et puis ils étaient complètement dans leur passion, etc. Et puis on avait deux peuples à Rome, un peuple sournois qu'on appelle les patriciens, qui tenaient la société par le mensonge, par la razzia coloniale, et par leurs femmes qui étaient des sorcières amatrices de poison. Et puis en bas de la société, on avait des gens qui étaient des esclaves transformés en moutons, un peu comme les futurs moutons du nouvel ordre mondial. Et ces moutons de Rome, eh bien, ils n'ont pas arrêté de dégénérer d'un point de vue génétique, notamment à cause des adductions en plomb, et puis ils ont été atteints du saturnisme, et puis Rome a été détruit en réalité par le saturnisme et par des événements climatiques. Ce qui a sauvé Rome, c'est que eh bien, Rome est allé en Palestine de nouveau, et puis ils ont détruit le temple de Jérusalem. Les nationalistes juifs sont impliqués, évidemment, ce n'est pas les Romains qui sont responsables, même s'ils ont participé. Mais l'ésotérisme juif, puisque l'aristocratie juive avait été détruite, l'ésotérisme juif, il a été transmis par Jésus à un certain nombre de disciples qui ont donné d'abord les pères du désert en Égypte, et puis petit à petit le christianisme s'est répandu dans tout l'Empire romain, il a été persécuté, notamment à la demande des juifs talmudistes, et puis ensuite eh bien, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Lorsque les Germains, donc l'Empire romain s'est endormi dans son agressivité, à ses frontières il y avait des nomades qui étaient des descendants des Édomites, les Germains, et puis évidemment ils sont rentrés grâce à la glaciation du Rhin et du Danube dans l'Empire romain, et puis ils ont détruit toutes les institutions. L'espace de 2 générations, plus personne ne savait lire et écrire. Voilà. Donc on va rentrer dans un âge d'obscurantisme, après les invasions barbares, et puis petit à petit, à partir de Charlemagne et l'aide de la civilisation musulmane, on a une civilisation qui va se reconstruire en Europe. Cette civilisation, elle va être caractérisée par plusieurs choses. D'abord, elle n'est pas une civilisation synarchique comme en Égypte. Charlemagne n'arrive pas, ses 3 fils se disputent, ce qui explique la situation de Luxembourg avec la Lotharingie. Et puis, la timocratie ne fonctionne pas non plus. Le Vatican essaye d'installer une timocratie avec le temple de Rome, mais ça ne fonctionne pas. Ce qui va s'imposer, c'est l'oligarchie qui va tisser, à partir de la France, un réseau de cathédrales et un réseau d'églises, qui va permettre d'installer le christianisme et de christianiser à la fois les Édomites germains et puis les survivants de l'Empire romain. Donc on a un Occident qui est particulièrement édomite, à l'exception de la France, tout simplement parce que en Franconie, c'est-à-dire dans une petite région qui est à cheval entre la Hollande actuellement et la Belgique, eh bien, en dessous des Frises, il y a
des descendants de Jésus, qui s'appellent les Mérovingiens, qui commencent à avoir un petit royaume, puis petit à petit, ils vont descendre et ils vont occuper le nord de ce qu'on appelle actuellement la France, puis le Pays de Loire, et ça deviendra petit à petit, par une extension, à travers 3 dynasties. C'est d'abord les Mérovingiens, puis les Carolingiens avec Charlemagne, puis les Capétiens avec Hugues Capet. Ils vont arriver à construire l'Occident. L'Occident, il sera toujours tripartite, c'est-à-dire qu'à l'ouest, on aura des gens qui sont plutôt sémites, avec des grosses communautés juives, et qui sont plutôt dans le nomadisme. Et on a à l'est plutôt des Édomites, d'où les différences physiques, même les différences génétiques, elles résultent R1 et R2. Et on a là plutôt des Germaniques qui vont essayer de construire des empires qui vont succéder à l'Empire romain. Ça sera d'abord le Saint-Empire romain germanique, puis l'Empire d'Autriche-Hongrie, et finalement l'Empire russe. Alors ces empires ils vont tous s'écouler les uns après les autres sous l'influence des Khazars. Les Khazars, c'est une peuplade d'Asie centrale qui s'est convertie au talmudisme au 8e siècle, qui au 13e siècle a été détruit par les Russes, les Byzantins et les musulmans, et dont l'aristocratie, le peuple, va migrer. Alors, l'aristocratie va migrer vers Rome et va donner naissance au système bancaire et au Portugal, le système colonial. Et la population, elle va migrer vers la Russie, vers la Pologne et ensuite vers l'Allemagne, c'est les Juifs ashkénazes. Alors la population du sud, l'aristocratie, elle va être en contact avec les Juifs ashkénazes. Ces Juifs ashkénazes vont être d'origine khazare, vont être en contact avec les Juifs séfarades, qui eux sont des descendants de Berbères qui se sont convertis au IIIe siècle au talmudisme, qui sont aussi en partie des descendants des Juifs. Mais en France, on a une grosse communauté juive autour de Rennes-le-Château, autour de Toulouse, et elle va avoir un rôle très important par la suite dans l'histoire du Royaume de France, puisqu'actuellement il y a encore 500 000 Juifs en France qui principalement sont d'origine séfarade. Il n'y a qu'une seule synagogue à Paris qui est ashkénaze, toutes les autres sont séfarades. C'est-à-dire séfaradis, ça veut dire espagnol, c'est-à-dire c'est des Juifs qui vivaient dans le cadre de l'empire musulman de Cordoue, le califat de Cordoue. Donc à l'heure actuelle, on est dans une situation où la démocratie sur le modèle américain a essayé d'être implantée en France. Elle s'est bien implantée aux États-Unis, mais la démocratie française, elle a plutôt été une punition que la couronne britannique a imposée à la France. Elle a d'abord imposé, d'abord les Juifs portugais ont permis à Napoléon de s'installer. Il faut savoir que tous les grands républicains et les révolutionnaires de 1780 étaient tous payés par la Compagnie orientale des Indes qui avait son siège à Londres. Donc c'est l'Angleterre qui a financé la Révolution française. Par la suite, ils ont mis Louis XVIII et son frère Charles X au pouvoir. Et ensuite, ils nous ont imposé, après Napoléon III a été une tentative aussi d'échapper à l'influence anglaise et l'influence des Rothschild, en s'appuyant sur des fonds qui venaient du sud de l'Europe, du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie. Et puis finalement, Napoléon III a perdu le pouvoir, le Deuxième Empire a échoué avec la bataille. Évidemment, c'est la démocratie avec la République de Thiers qui s'est imposée. Donc en France, on n'a jamais eu une démocratie véritablement de type américain, c'était plutôt une bande de voyous qui était financée par la couronne britannique. Lorsque les États-Unis, à partir de 1913, ont été contrôlés par l'oligarchie marchande allemande qui s'est installée en Angleterre, on a eu, c'est très net sur le dollar d'ailleurs, avec le Novo Ordum Seclorum, la volonté de créer un nouvel ordre séculier, où il n'y aurait plus d'initiation maçonnique, où il n'y aurait plus de religion, où il n'y aurait plus de noblesse terrienne, où il n'y aurait plus de religion et où il n'y aurait plus de synarchie. Donc c'est la volonté de créer un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, c'est à proprement parler une tyrannie et il va utiliser le matériel psychotronique pour s'installer. Or, ce matériel psychotronique, lorsqu'on en fait usage, il faut faire très très attention. Je vous ai dit que lorsque les personnes rentraient dans le temple de Saqqara, les prêtres scorpions assassinaient ceux qui avaient des mémoires de menteurs, de voleurs et d'assassins. Les 7 péchés capitaux y étaient considérés, on assassinait des gens. Or, à l'heure actuelle, pour détruire les républiques et détruire la démocratie, l'oligarchie marchande anglo-saxonne qui est devenue tyrannique a décidé, avec le programme Aurore Rouge, de faire rentrer dans la police et dans l'armée, en particulier dans le programme de psychotronique, des individus qui sont exactement l'inverse des prêtres scorpions, c'est-à-dire des gens qu'en Égypte on aurait tués immédiatement, des menteurs, des voleurs et des assassins. Et ces personnes-là, ils sont rentrés dans le système de psychotronique avec leurs problèmes personnels. Et à Luxembourg en particulier, on s'aperçoit que la section psychotronique, elle a vraiment des problèmes de tropisme germanique, c'est-à-dire qu'elle a les défauts des Édomites. Or, les Édomites, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, elle a un problème avec les femmes, elle a un problème avec les Juifs, elle a un problème avec le pouvoir et avec l'argent. Or, qu'est-ce qui s'est passé?
à Luxembourg, j'ai été confronté en prison à un garçon portugais qui avait assassiné sa femme et qui l'avait jeté dans un lac. Et le Christian Kiefer avait repris l'enquête, il était arrivé à le convaincre de faire des aveux, et ce garçon avait été condamné seulement à 4 ou 5 ans en première instance, donc parce qu'il savait que c'était une opération de police psychotronique. Et en appel, avant d'aller en appel, là, il était jugé par les juges. À cette époque-là, la psychotronique n'intervenait pas en appel, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque le système est complètement contrôlé. Les avocats et les juges sont des marionnettes du système de psychotronique. Voilà pourquoi j'ai alerté le ministre des Armées et le ministre de l'Intérieur des difficultés qu'il y avait dans le système de psychotronique et qui veulent tant de régler mon compte. C'est-à-dire que, eh bien, cette femme luxembourgeoise, elle voulait refuser d'épouser des luxembourgeois, pour des raisons qui lui appartiennent. Elle aimait plutôt des latins, des français, des portugais, des espagnols. Et donc, ils ont décidé de lui donner une leçon. Donc, le portugais l'a mis enceinte, et puis ensuite, il l'a assassinée. Et lorsqu'il était dans ma cellule, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as assassiné ta femme? Tu comprends que tu étais dans une opération de police? Il m'a dit, oui, ils ont utilisé en fait, j'ai eu un passage schizophrénique dans ma vie, et ils ont utilisé ma schizophrénie. Et en réalité, et pour finir, donc le policier était très énervé, qui nous écoutait et qui le suggestionnait, était très énervé de son comportement et lui a fait dire, de toute façon, j'ai bien fait de la tuer parce que la fille qu'elle a maintenant, elle va se souvenir de ce qu'il en coûte à une luxembourgeoise de coucher avec des Portugais. Donc il est impossible qu'un Portugais dise ça. Donc c'est le mec de la psychotronique qui a réglé son problème de frustration de ne pas avoir de femme luxembourgeoise qui veulent de lui. D'ailleurs, on remarquera que systématiquement, les membres de la police luxembourgeoise ils sont plutôt chargés des femmes à l'étranger, notamment en Russie, ce qui peut même poser un problème de sécurité nationale. Donc ça m'a donné l'explication. J'ai aussi un ami qui était architecte, Marc, et son père était un héros de la résistance. Et Marc, c'est lui qui m'a bien raconté toutes ces histoires de Khazars, etc., etc. Puis un jour, il me dit, tu sais Pascal, ma famille, elle a toujours respecté le judaïsme depuis des siècles. On s'est battu contre l'Allemagne nazie, mais moi je refuse de pratiquer le judaïsme, je ne suis pas juif parce que je suis un Khazar. Et je lui dis, c'est très curieux que tu dises ça. Et il m'a dit, de toute façon, j'ai pas le choix, ou je fais ça, ou je dois partir de Luxembourg. Je lui dis, mais si tu étais véritablement juif, qu'est-ce qui t'arriverait? Il m'a dit, je sais pas. Or, moi, ils avaient vu que j'avais des ascendants juifs, et j'ai été suggestionné par la section psychotronique luxembourgeoise pour partir en Israël. Ce que j'ai pas fait, parce que c'est pas le sang qui est dominant chez moi, et c'était pas non plus mon envie, même si j'aime beaucoup Israël, j'ai beaucoup de respect pour Israël. Et j'ai rencontré en prison un jeune homme juif, qu'on appelle Madame Marteau, tout simplement parce que lui a été suggestionné pour apostasier, il n'a pas voulu, il a continué à pratiquer le judaïsme. Et puis il était homosexuel, ce qui vraisemblablement pose aussi un problème à la section psychotronique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des édomites, et que les édomites, ils ont peur de découvrir une chose, c'est qu'ils sont homosexuels, que leurs femmes sont stériles et qu'ils ont perdu leur droit d'aînesse. C'est la caractéristique des édomites. Les édomites sont homosexuels, leurs femmes sont stériles, et ils ont un sérieux problème de pouvoir, puisque ce sont pour assumer le pouvoir, parce qu'ils ne savent rien en faire, ils laissent des déserts derrière eux. Donc ce garçon, il a été suggestionné pour aller en Israël, il n'y est pas allé, et le policier a décidé de se venger. Donc il l'a fait rentrer dans un schéma psychotronique pour lui donner à boire et à manger au clochard, ce que moi j'ai fait, j'ai été suggestionné pour le faire, j'ai trouvé que la suggestion était bonne, donc quand j'animais le temple de la rue du Trévire, le temple tibétain, il m'est arrivé souvent de donner à manger et à boire au clochard, même s'il y a des associations qui le font, on peut le faire à titre personnel. Et au bout d'un moment, il s'est amouraché d'un clochard, et puis le clochard n'a pas voulu venir vivre avec lui, il y a une dispute entre les deux, et le clochard est tombé. Donc il a appelé la police a constaté que le clochard était mort, mais il a quand même été mis sous opération de police. Et il a été suggestionné par Christian Kiefer, qui s'en est vanté à Versailles, de prendre un marteau et d'aller frapper n'importe quel clochard dans la rue, ce que le garçon a fait. Donc il est parti en prison, puis il a pris 17 ans de prison ferme. J'ai discuté souvent avec lui dans la prison, il l'avait mis en psychiatrie, parce que d'abord il ne s'était pas laissé faire, il avait très bien compris ce qui lui était arrivé, et ils se sont vraiment acharnés sur lui jusqu'à le démolir complètement d'un point de vue psychologique. Et j'ai essayé, en discutant avec lui, de lui apporter le réconfort que je pouvais, et puis essayer aussi de débobiner cette opération de police pour le rembobiner en sens naturel. Alors qu'il était en psychiatrie depuis des années, eh bien, il a pu être admis dans un atelier, puis son état s'est petit à petit amélioré, ce qui m'a valu d'être convoqué à la section psychiatrique. À présent, ce sont les Américains qui oppriment les peuples islamiques à travers l'État d'Israël. L'aube de la révolution de 1979 en Iran a prouvé que la libération était possible, et le reste est venu en conséquence. Aujourd'hui, le cancer sioniste implanté au Moyen-Orient sera le prochain à s'écrouler.
L'affaire de Camille Colbert, c'est une affaire qui est tellement vaste et qui montre tellement les dessous nauséabonds des services de psychotronique luxembourgeoise qu'il vaudrait la peine qu'on fasse une vidéo tout entière. Donc je vous renvoie sur mon site colbert.onlc.be, vous avez l'intégralité des explications. Ce qui s'avère en réalité, c'est que Camille était témoin contre Jean-Claude Juncker, contre le juge Prosper Klein et contre des membres de la police dans le cadre des attentats des Baumler, puisqu'il avait identifié l'auteur des attentats qui n'était ni le grand-duc, ni toutes les personnes qu'on a accusées, le fils du grand-duc, ni toutes les personnes qu'on a accusées, mais un agent de l'OTAN qui était un ancien transfuge d'Europe de l'Est. Donc il s'agissait de me placer auprès de Camille, puisqu'il pensait que la fiche de renseignement avait raison, c'est-à-dire que j'aurais été un nazi, que j'étais un pervers sexuel, etc. Donc ce type, il est très bien. On va l'envoyer près de Camille, il va lui pourrir la vie. Sauf que ça a été exactement le contraire. J'ai aidé Camille à sortir de ses ennuis de santé, de ses ennuis financiers, de ses ennuis de famille, de ses ennuis de succession, à tous les niveaux. Sauf qu'à un moment, la question s'est posée, donc il y a une suggestion qui a été posée, si Camille allait témoigner ou pas dans l'affaire des Baumler. J'ai dit à Camille, tu as fait une erreur, c'est que depuis des années, tu aurais dû tout rendre public, ça t'aurait protégé, au lieu de garder le silence. D'abord, ça aurait évité cette lenteur judiciaire, et puis les policiers qui doivent tomber seraient tombés, en particulier le juge d'instruction Klein et Jean-Claude Juncker, puisqu'on savait qu'ils étaient liés à l'OTAN et qu'en réalité, l'enjeu, c'était l'installation du secteur bancaire à Luxembourg. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont suggestionné moi pour que je tue Camille, ils ont suggestionné Camille pour qu'il me tue, ça n'a jamais fonctionné. Ensuite, ils ont suggestionné le frère de Camille pour qu'il tue Camille, ce qui n'a pas fonctionné tout de suite, mais ils ont surtout décidé de me dégager. Donc ils ont fait tout ce qu'il fallait avec le frère de Camille pour me dégager. Donc il a drogué Camille avec de la cocaïne pendant des années. Et la preuve, c'est que le 1er novembre 2010, quand Camille a été tuée, au petit matin, un vendeur de drogue a témoigné qu'il s'était fait livrer, qu'il avait livré de la cocaïne à Julien Colbert, qui était sur place. Quand on regarde toute l'enquête, bien évidemment, les personnes qui ont été accusées, c'est-à-dire moi d'avoir commis le crime et d'être un fou, alors ce qu'il voulait dire, c'était que j'étais un gourou sataniste qui faisait des rituels. Comme j'avais lutté contre les réseaux pédophiles et leur utilisation par le renseignement luxembourgeois et français, eh bien, ils ont mis l'inscription pédophile. Voilà, donc tout ce qui pouvait me toucher et m'atteindre par rapport à la religion, par rapport à la monarchie, tout ça a été mis en place pour me faire passer pour un gourou satanique et taré qui aurait tué Camille pour se venger pour des questions d'argent. Sauf que le mobile de l'argent, il ne tenait pas. D'abord parce que Camille n'avait pas d'argent, il n'avait qu'une fortune immobilière, et que le temps que la succession se règle, etc., il aurait fallu des années, ce qui a été le cas, puisque ça a mis 3 ans. Donc le mobile financier, il ne tient pas. Donc quand ils ont vu que j'étais loin, j'étais à 1200 km de là, ce qui ne les arrangeait pas, ils sont passés sur l'idée que j'aurais pu commanditer un assassinat. Et que j'aurais pu demander à Jérémy de le faire, et Jérémy demandait à quelqu'un de le faire, en l'occurrence Charles-Édouard Comès. Or, ce qui s'avère, c'est que quand j'ai compris depuis longtemps qu'il y avait une opération de police, les pneus de mes véhicules étaient crevés, et je voulais savoir qui circulait autour de Camille. Donc j'ai payé un enquêteur pour observer Camille, et j'ai payé un observateur, un enquêteur pour observer ma voiture. C'était quelqu'un qui était connu, puisqu'elle avait déjà travaillé pour une amie, pour faire des petites enquêtes comme ça de détective privé. D'ailleurs, il l'a dit au cours de l'enquête. Donc il a fait son enquête, il m'a dit qui y avait autour de Camille, d'abord qui y avait autour de ma voiture et qui circulait autour de Camille. Et ça m'a permis d'avoir des plaques d'immatriculation, des descriptions, etc. Et puis, lorsqu'ils ont vu que le meurtre au premier degré ne marchait pas, ils ont essayé de me faire de moi le commanditaire d'un assassinat et ils ont accusé cet enquêteur de façon qui était assez grossière. Donc ils vivaient en Allemagne, ils ont dit aux Allemands que c'était une affaire de terrorisme, donc ils ont envoyé l'équivalent du GIGN, donc pour voir ce qu'il a ramassé. Et puis ensuite tout a été fait, c'est-à-dire dans les analyses graphologiques on lui a tenu la main, il a été humilié, insulté, manipulé, etc. de la façon les plus épouvantables. Il y a même des gens qui sont venus à qui ils ont fait mentir. Et quand les personnes sont revenues pour dire qu'ils avaient menti, que c'était une manipulation, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils l'avaient fait, ils se sont fait menacer par la police et la personne s'est suicidée. Donc c'est comme ça que travaille la section psychotronique de Luxembourg. Elle règle ses comptes avec les femmes luxembourgeoises qui ne veulent pas épouser des luxembourgeois. C'est d'ailleurs peut-être quelqu'un dans la section psychotronique qui avait un problème avec elle, privé en particulier. Ils s'attaquent aux juifs et puis surtout c'est des gens qui servent le pouvoir, quel qu'il soit.
Et surtout, en fait, ce qui les embêtait beaucoup sur cette histoire des frères Colbert, c'est qu'ils connaissent bien ma passion pour la franc-maçonnerie. Alors, vous savez, dans la franc-maçonnerie, on se réfère au culte grec, on a Castor et Pollux, où on a, dans la tradition romaine, Rémus et Romulus. Et on a aussi Ésaü et Ésav, et son frère Jacob Israël. Donc, l'idée des Édomites de la section des psychotroniques luxembourgeois, c'est de mettre Camille dans le rôle de Jacob Israël, et donc dans le rôle d'Abel, et de mettre son frère dans le rôle de Caïn, c'est-à-dire dans le rôle d'Édom. Et ce qu'il voulait tester, c'est de voir si les Édomites, contrairement à ce que moi je disais, pouvaient détruire les Abéliens, détruire les Juifs, détruire les Sémites, et régner et avoir le pouvoir. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Donc Julien Colbert a été suggestionné pour tuer son frère. Il a demandé à un ancien employé polonais de venir de Pologne pour le faire. Ça avait déjà été d'ailleurs préparé puisqu'il avait été incarcéré en Pologne pour violence et que la section psychotronique luxembourgeoise s'était déplacée jusqu'en Pologne pour l'interroger, notamment sur mes rapports avec Camille et où irait la succession de Camille. Ça semblait beaucoup préoccuper cette histoire d'argent au niveau de la section psychotronique. Alors le fait est, c'est que Camille m'avait adopté et qu'il avait fait un testament où il me demandait de ne rien recevoir personnellement, mais de tout utiliser pour la fondation Anna Branderquist pour les personnes âgées, ce que je m'étais engagé à faire. De toute façon, moi je viens d'une famille qui est assez à l'aise, l'argent ça a de toute façon jamais été mon objectif. Donc j'avais dit à Camille, je te donne ma parole, que ta maison ne sera pas détruite et que la fondation continuera. Ça m'obligera à rester au Luxembourg, mais j'espère que ça sera dans le plus longtemps possible. Ça ne m'a pas empêché d'aider, continuer à aider Camille, d'aider même son frère Julien. Et le Polonais en question, il a travaillé sur la propriété, sauf qu'il y a eu un épisode à un moment avec une hache où il s'énervait beaucoup contre Camille. Ils étaient en train de couper du bois et il a pris la hache, il l'a jetée et la hache s'est plantée derrière Camille. Donc j'ai dit à Camille, fais très attention à ce que fait ce Polonais, surtout s'il est passé en prison, il peut être suggestionné pour te tuer, pour que tu ne t'émailles pas dans l'affaire du Baumleier. Ce qui s'est passé par la suite, eh bien, c'est que la police luxembourgeoise a beaucoup intrigué pour que je me sépare de Camille, ce qui a fini par arriver d'ailleurs, hein, parce que Camille était de plus en plus alcoolisé par son frère, bourré de cocaïne, donc il avait des réactions qui étaient de plus en plus, son oscillation de Chandler et les suggestions commençaient à fonctionner, et plusieurs fois je suis passé à la limite qu'il puisse me tuer. Alors je suis arrivé à me débarrasser des armes qu'il y avait à la maison, je suis arrivé à me mettre en sécurité, veiller à ce qu'il règle ses problèmes de cœur avec le bon médicament. Et lorsque, par le fait des choses, j'étais plus à l'université, il y a un moment où Camille s'est montré très très violent, il a voulu jeter mon ordinateur de la piscine, il m'a jeté des pierres, mais c'était vraiment une manipulation psychotronique qui était exercée contre lui, en jouant sur ses frustrations, notamment sexuelles. Et donc, le parquet de Luxembourg m'a demandé de m'éloigner. Alors j'ai eu un mois d'obligation de sortir de mon domicile, ce qui me fait rire parce que c'était pas mon domicile. C'est-à-dire d'un point de vue juridique, ça fonctionnait pas. Enfin, Luxembourg, c'est toujours une poésie. À ce niveau-là, au niveau du parquet. Donc, ce qui s'est passé, la police luxembourgeoise ne s'inquiète pas beaucoup des problèmes juridiques. Elle a complètement influencé le parquet dans ce domaine-là, où on est toujours à la limite. Voire hors limite. Et donc, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que donc j'ai profité de ce mois pour me prendre un appartement à Metz et mener ma vie, mais je suis resté en contact avec Camille, je ne voulais pas le laisser. Entre-temps, j'ai connu quelqu'un qui j'avais sauvé la vie. Évidemment, les suggestions ont repris bon train sur mon nouveau petit ami pour jouer sur la rivalité avec Camille. Sauf qu'avec Camille, on avait une union libre et que Camille a mené sa vie comme il l'entendait, et moi aussi. Et qu'on est resté en bon contact et en contact d'amitié. On s'est revus assez régulièrement et je l'ai aidé assez régulièrement. Donc la stratégie, ça a été aussi de mettre dans les bras de Camille quelqu'un de la famille de l'enquêteur qui s'appelle Robbie Kiefer. C'est la même famille, la famille Kiefer. Et Robbie était un amateur de cocaïne et on a trouvé beaucoup de cocaïne dans le corps de Camille. On a aussi trouvé l'ADN sur la hache et sur les vêtements qui étaient dans la salle de bain. Et le Robbie Kiefer en question a eu un comportement très étrange. La première fois qu'il a entendu par la police, il a dit qu'il ne connaissait pas Camille. La deuxième fois, il a dit qu'il connaissait Camille, qu'il était là ce soir-là, mais qu'il était parti à 11h du soir. Et la troisième fois, il a dit aux enquêteurs, il s'est noté, « Heureusement que vous avez mis Tréfingui en prison, parce que si vous étiez venu chez moi, vous auriez trouvé le sang de Camille en quantité dans la douche. » Voilà. Donc, ce qui fait que quoi que raconte la police luxembourgeoise, et quelles que soient les fausses preuves qu'elle ait pu constituer tout au long de cette affaire, que ce soit le rituel, ensuite pour m'accuser d'avoir fait au premier degré, après
constituer des fausses preuves pour faire croire qu'il y avait un commanditaire, et puis ils sont jamais à bout de leur vexation et de leur haine, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours imaginer que j'aurais demandé à une autre personne, et que c'est cette autre personne qui l'ait fait, et que j'aurais utilisé les 2 premiers éléments pour faire diversion. On n'est jamais à l'abri de construction de preuves, de stratégies, etc., parce que ce qu'ils entendaient que je fasse, puisque j'étais menacé de mort au cas où je le faisais, c'est-à-dire que lorsque j'étais en prison, j'ai pris des notes sur toutes les tortures psychotroniques que j'ai vécues de la PJ et de toutes leurs conventions mentales. J'ai non seulement noté dans ma tête, mais j'avais un journal, j'écrivais régulièrement à mon père et à ma mère. Et en réalité, j'ai une méthode de codification qui fait que toutes les tortures que j'ai subies, eh bien, je les ai écrites à mes parents. Et lorsque je suis sorti de prison, j'ai récupéré le courrier, donc j'ai la preuve avec ma méthode de chiffrage de toutes les tortures, les insultes, les menaces de mort, les jeux pervers, le niveau de bassesse intégrale que peut jouer la PJ et la section psychotronique de Luxembourg. Avant de sortir de prison, on m'a rappelé que je devais me taire et on m'a proposé une indemnisation. Donc je me suis tu, mais comme je n'avais pas confiance dans la section psychotronique, j'ai préparé mon premier livre qui était Le meurtre à l'âge de la seule. Je l'ai laissé sur le coude. Et lorsque le délai qu'il m'avait dit pour mon indemnisation a été écoulé, j'ai sorti un premier livre. Lorsque le délai a été complètement écoulé, j'ai édité un deuxième livre qui racontait tout ce qui s'est passé en prison. Et j'ai un troisième livre où je raconte l'intégralité des tortures. Et en ouvrant ma chaîne du Temple bouddhiste, eh j'ai commencé à vous parler de la psychotronique, notamment sur ma chaîne Pascal Tréfingui Synarchie, pour vous expliquer ce qu'est le programme de Nouvel Ordre Mondial, ce qu'est la psychotronique et pourquoi, alors qu'on pouvait faire tant de bien avec, pour faire une société plus pacifique, mieux orientée, etc., on l'utilise dans le cadre dément du schwabisme, c'est-à-dire la volonté renseignée au Geiston de tuer 7 milliards d'individus et de déclencher une guerre civile en mettant systématiquement à la police et à l'armée, et en particulier dans les services de psychotronique, des gens qui ont une très faible qualité morale, qui n'ont aucune empathie pour les autres, qui n'ont aucune moralité, qui sont de véritables tortionnaires comme ceux qu'on mettait dans les camps de l'Allemagne nazie ou dans les goulags de l'Union soviétique, et qui sont en train de régler leurs problèmes personnels d'édomite avec les femmes, les juifs, le pouvoir et l'argent, mais aussi les homosexuels, dont je suis. Donc ce livre, il est prêt, je peux l'éditer à n'importe quel moment. Il y a absolument le détail de toutes les tortures psychotroniques que j'ai vécues au goulag de Shrasich. Et grâce à Dieu, cette affaire, elle a fait qu'il y a eu du nettoyage à la police judiciaire. Il y a des gens qui ont été renvoyés, il y a des gens qui ont été mis au placard. Pareil au niveau du service secret, il y a quelqu'un de très bien que je connais, pas directement, mais par personne interposée par Camille, qui était très bien au SREL. Et le SREL, le service de renseignement, a été nettoyé. Maintenant, on est face à un service de psychotronique où, je vous l'ai dit, il y a le neveu de Joss Heinen, qui non seulement est trempé dans l'affaire des Baumler, mais qui a donné une orientation qui est digne de l'Allemagne nazie et des problématiques systématiques des Édomites au sein de cette section psychotronique, qui, elle, veut me régler mon compte quoi qu'il en coûte, et n'a pas digéré en réalité que soit mis en cause leur convention mentale, et les références sur l'hygiène, la religion, les femmes, les juifs, les homosexuels, etc., avec toutes les humiliations qui vont avec. Leur stratégie, au nom de la sécurité, d'expédier en dehors de Luxembourg les juifs, les musulmans, de faire que, par exemple, quand on a un couple d'homosexuels, il n'y en a qu'un des deux qui doit travailler parce que le second doit être une femme. Hein. Donc, toutes les conventions mentales, tous les objectifs qui se sont fixés en matière de sécurité nationale et sont absolument nauséabondes et ne reflètent que l'état d'esprit frustré, avec une génétique polluée par la consanguinité, l'alcoolisme et la criminalité, de paysans abrutis par la viande de vache et l'alcoolisme, et de racailles qu'on sont allés chercher, notamment dans les bas quartiers de Luxembourg, et je pense en particulier au Pfaffenthal. Donc à la section psychotronique, vous avez soit des abrutis du Pfaffenthal, ou la racaille de la ville, de l'Essling, soit la racaille du Pfaffenthal. Comme on dit à Luxembourg, à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, la merde va au Pfaffenthal. Je peux vous rassurer, à Luxembourg, la merde de la ville, elle est passée par le Pfaffenthal, mais elle est rentrée dans la section psychotronique et demandé où était né le commissaire Christian Puffer. Je vous le donne en mille. Quant à l'Essling, je l'ai touché de près, et la façon dont peut se comporter la police dans l'Essling, j'aurais beaucoup à dire sur ce sujet, notamment à Martelange. Donc, de ma part, il n'y a pas tellement de colère, mais il y a de la colère contre eux pour avoir provoqué la mort de Camille.
et que l'assassin n'ait jamais été identifié et continue riche à vivre en toute impunité, ce qu'ils ont d'ailleurs, ce qu'ils me reprochent en réalité, mais en réalité c'est plutôt pour cacher leurs crimes à eux. Voilà. Au final, moi je souhaiterais pour Luxembourg que les conventions mentales de la section psychotronique qui sont liées à l'hygiène, à la religion, à l'homosexualité, aux juifs et bien d'autres sujets puissent être changées, puisque ces conventions mentales, elles ont tendance à s'internationaliser. Il y a une équipe de deux petits luxembourgeois d'origine portugaise qui sont venus au Brésil et qui ont travaillé sur mon dossier depuis le mois de juin, je pense, mais ça s'est intensifié à partir du mois de septembre, et ils sont partis la queue entre les pattes parce qu'ils trouvaient la société brésilienne trop violente. En attendant, je peux vous dire que j'ai beaucoup supporté avec eux pour, au final, leur entendre dire que le grand-duc était un étranger et que eux qui étaient des fils de Portugais étaient plus luxembourgeois que lui. Je pense que le grand-duc appréciera beaucoup, ainsi que sa famille, notamment parce qu'ils sont nés à Luxembourg. Et qui dirige ce pays depuis plus de 200 ans. Voilà. Donc on a absolument la raclure de la société luxembourgeoise qui est dans la sélection psychotronique. Alors, pourquoi pas? C'est le programme Aurore Rouge. Par contre, leur convention mentale est telle qu'ils souhaitent les internationaliser, puisqu'ils se présentent comme les experts mondiaux de la psychotronique. Il faut savoir que le matériel qu'ils utilisent est complètement obsolète et qu'il y a un bien meilleur matériel qui vient des États-Unis, qui est notamment utilisé dans d'autres pays, notamment en Chine. Et en réalité, leur convention mentale, elle reflète leur état intérieur, c'est-à-dire leurs problèmes sexuels, leurs problèmes avec les femmes, leurs problèmes avec les juifs, leurs problèmes avec la religion, leurs problèmes avec l'homosexuel, etc., qui ne sont qu'un contenu mental de frustration d'édomite, et qui est un contenu mental qui est particulièrement antisémite. C'est à ce titre que même si Luxembourg n'était pas disposé à ça, la psychotronique, en corollaire du système bancaire qui lui est complètement dominé par l'oligarchie marchande satanique, la psychotronique luxembourgeoise entretient un climat général de satanisme à Luxembourg et contribue à l'enfoncement du pays en réalité dans une spirale qui va détruire Luxembourg et qui correspondra exactement, hélas, à ce qui est arrivé à Camille, parce que en réalité ce qui est arrivé à Camille, c'est une réponse des Édomites à un sémite. Ce qu'ils ont voulu dire à Camille, c'est que ce que Pascal annonce pour les Édomites, toi Camille le sémite, toi qui vas à l'église, toi qui aimes le grand-duc, toi qui aimes Pascal, etc., et toi qui aimes la Bible et les Bibles, nous allons te montrer violemment, et en accusant Pascal, de ce que vous menacez les Édomites. Mais en réalité, nous ne menaçons pas les Édomites. Nous avons lu la Bible, nous connaissons les prophéties, et peut-être à la section psychotronique de Luxembourg, il y aurait peut-être quelqu'un pour tenter d'assassiner le Rav David Tritou, pour dire que pour Esav et Dom, il n'y aura pas de train vers les camps de concentration, qu'un train vers les camps de concentration où la police et l'armée luxembourgeoise mettaient les juifs, y compris luxembourgeois, ceux qui s'étaient réfugiés dans le pays. Allez donc voir la rue des déportés pour voir ce qui s'y passait et comment la police et l'armée luxembourgeoise ont collaboré, ainsi qu'en France. Tandis que d'autres allaient se cacher dans les forêts, dans les bois pour échapper au travail obligatoire ou à l'uniforme allemand qui les amènerait se faire tuer sur le front de l'Est. Voilà. Donc cette infamie, elle a continué à Luxembourg. Et un de ces infâmes, qui est le neveu de Joss Heinen, s'est retrouvé dans la section psychotronique où il a diffusé toute sa haine des sémites, tous ses problèmes sexuels avec les femmes, tous ses problèmes d'argent et de pouvoir, évidemment tous ses problèmes avec les juifs, et évidemment aussi les Américains, puisqu'il les accuse d'avoir pris le contrôle de son pays. Je ne nie pas que ça soit le cas. Voilà, donc vous savez maintenant pourquoi Luxembourg est devenue une capitale du satanisme. Elle n'est pas en tant que telle, elle l'est à cause du rôle que l'oligarchie marchande anglo-saxonne d'origine allemande a fait jouer à ce pays à travers l'organisation bancaire. Moi, j'ai pas de problème avec ces gens-là. L'oligarchie financière anglo-saxonne allemande, c'est aussi ma famille. Moi, je viens de l'oligarchie et ils s'en sont jamais pris à moi. Par contre, il y a un climat de satanisme qui est certain à Luxembourg, et ce climat de satanisme, il est entretenu par les Édomites, qui sont de sacrés antisémites. Aux écoles. Parmi elles, l'islam ésotérique pratiqué dans les confréries soufis, où les sources les plus hermétiques du Coran font référence au combat épique et ancestral entre les prophètes de la vérité et les mages noirs d'inspiration babylonienne et égyptienne. Théologien médiéval Ibn al-Glawzi, auteur de Talbis Iblis, Les ruses de Satan, un traité de spiritualité et de magie dans lequel est expliquée la manière d'utiliser les versets du Coran pour se défendre des sortilèges et attaques des mages noirs. Mages noirs qui, d'après la tradition, forment la charnière séparant les territoires du monde oriental de ceux du monde occidental.
Nous avons réussi à retrouver et à filmer ces tours, antiques pièces archéologiques, traces de diverses traditions et civilisations, de la préhistoire soudanaise au pharaon, de Nabucodonosor à l'islam archaïque et jusqu'à la tradition chamanique. Mais l'Occident a complètement occulté la réalité des choses. L'administration Bush disait être en guerre, non pas contre l'islam, mais contre quelques groupes déviants d'un islamisme adepte des pratiques assassines et diaboliques du terrorisme. Ainsi, Ben Laden et ses sbires apparaissent-ils à nos yeux comme la représentation parfaite du diable et de ses acolytes infernaux. À travers lui nous parvient l'image emphatique du terrorisme islamique, qui devient l'expression concrète d'actions de magie noire, partie d'un cadre religieux moins bien aspecté, celui d'antiques récits comme le Vieux de la Montagne et ses assassins, les Hashashin, des combattants du Moyen-Âge semblables aux groupes extrémistes qui sévissent aujourd'hui. La cité d'Al-Azhar est la plus ancienne et la plus célèbre du monde islamique. Notre guide insiste sur le fait que ces étudiants viennent du monde entier et nous explique que l'on exclut systématiquement les études suspectées d'entretenir des liens avec les milieux terroristes. À la différence de Téhéran et de l'Iran, ici, hommes et femmes cohabitent dans les espaces réservés aux discussions et aux prières. Cette université est la plus fréquentée par les Occidentaux, en particulier les Français, Allemands et Anglais, convertis à l'islam et qui deviennent souvent les interprètes les plus rigides et les plus catégoriques des textes sacrés. Le philosophe René Guénon est l'initiateur de ce mouvement estudiantin remontant aux années précédant la Seconde Guerre mondiale. Il a encore aujourd'hui de nombreux disciples en Égypte et dans le monde entier. René Guénon était favorable à l'unité de l'islam, alors qu'aujourd'hui l'Occident veut diviser les islamistes. À qui profite cette opération? Elle sert à garder sous contrôle et à maintenir sous pression la population arabe, la population islamique, pour la forcer à construire un marché pour les produits occidentaux. C'est tout. Eh bien, chers amis, merci pour votre attention. Comme vous le voyez, de même que les 7 tours du diable divisent le monde islamique entre Orient et Occident et ont pu être le support d'influences sataniques qui venaient d'autres civilisations, eh bien, les 7 villes sataniques qui vont de Rome jusqu'à Londres permettent, eh bien, justement, de diviser l'Occident en deux, entre d'un côté, un côté plutôt sémite et plutôt nomade, c'est le côté de la France, et de l'autre côté, un autre côté plutôt sédentaire et plutôt édomite, c'est le côté de l'Allemagne et de la Russie. Et entre les deux, le long de l'ancienne Lotharingie, où se situent ces 7 tours du diable, ces 7 villes sataniques de l'Europe, eh bien, sont diffusées non seulement des influences ancestrales, mais des influences à proprement sataniques qui viennent du sous-sol, notamment parce qu'une partie est contenue sur des failles sismiques. On doit encore ajouter que la psychotronique, à cause du personnel de mauvaise qualité qu'elle emploie dans le but de gérer une guerre civile en Europe, diffuse à proprement parler toutes les influences sataniques qui sont attachées aux Édomites, aux descendants des Édomites, avant la rédemption d'Ésaü, lorsqu'il est retourné voir sa mère Rebecca. C'est pour ça que dans le christianisme, eh bien, on propose aux Russes, aux Allemands, de revenir vers la Vierge Marie. L'instruction a été donnée au pape de convertir la Russie à la Vierge Marie, c'est-à-dire de la même façon qu'Ésav est revenu à sa mère, les Russes doivent revenir à la nature, ils doivent revenir à la mer et sortir eh bien, de tout ce qui fait les caractéristiques des Édomites, c'est-à-dire leurs problèmes relationnels avec les femmes qui sont considérées comme des bétails, le refus de considérer leur homosexualité comme étant inhérente à eux-mêmes, les problèmes qu'ils entretiennent systématiquement avec les juifs et les musulmans, évidemment les problèmes qu'ils ont avec le pouvoir à cause de cette perte du droit d'aînesse qui amène d'ailleurs au nouvel ordre mondial, c'est une tentative chez les Édomites de se substituer aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans pour diriger le monde. C'est un hubris énorme, comme celui de la section psychotronique de Luxembourg, où il y a là des gens qui ont un hubris qui est tellement énorme qu'ils pensent qu'ils peuvent contrôler la police brésilienne, qu'ils peuvent contrôler les tribunaux brésiliens et qui sont prêts à envoyer du personnel de l'ambassade de France et du consulat de France et du consulat de Luxembourg au Brésil pour aller intimider un pauvre serveur qui doit gagner 500 € par mois pour qu'il fasse de faux témoignages contre moi. On voit à peu près le niveau de déchéance de la police luxembourgeoise. Elle a montré qu'elle était capable de nettoyer la PJ, et je lui propose de nettoyer ces sections psychotroniques
en y éliminant les personnes qui ont un profil d'édomite et surtout entendre les personnes que l'on menace de mort pour révéler leurs pratiques sales, leurs pratiques de nazis, leurs pratiques de bolcheviques et leurs pratiques finalement de choix bien, complètement tordus et pervers et sataniques telles que celles qu'ils perpétuent contre la population luxembourgeoise, y compris la famille grand-ducale elle-même, puisqu'elle a été prise pour cible, et ça veut dire un peu le niveau d'hubris de ces fonctionnaires de police et de l'armée, qui ne se sentent aucune limite, qui ont un ego rempli de psychotroniques, qui fait que c'est la grenouille qui se prend pour le bœuf et qui va finir par exploser. Et ce qui est en train de se passer, c'est justement une explosion de la section psychotronique, puisqu'elle est elle-même sous opération de police, et que cette vidéo leur annonce tout simplement qu'ils vont être nettoyés, parce que leur manipulation avec les Français, des autorités étrangères des autres sections psychotroniques des autres pays, et notamment de la justice des autres pays, elles se retournent contre eux-mêmes, parce qu'en réalité, ils sont devenus ce qu'on a toujours pensé du secteur luxembourgeois, c'est que ce sont des organisations qui sont au service des menteurs, des voleurs et des assassins de l'oligarchie marchande. En réalité, ils ont pris tous les gimmicks et tous les tics en tant qu'esclaves, des pourris comme Klaus Schwab, Bill Gates et bien d'autres, qui contrôlent désormais leur vie et qui utilisent ces pourris-là dans le cadre de l'avènement du programme des Geistern. Je vous remercie pour votre attention. Vous savez maintenant que Luxembourg n'est pas satanique en tant que tel. On a une église qui est très chouette, on a une famille grand-ducale qui est chouette, on a une belle population, on a un beau pays, mais il y a à l'intérieur une pollution qui a mené, parce que le secteur de l'oligarchie marchande, le secteur bancaire est particulièrement immoral, vous l'avez vu avec la crise de 2008, et qu'on a un problème persistant de mentalité édomite, de nationalistes germaniques à l'intérieur des sections psychotroniques. On avait vu toute l'influence nauséabonde qui avait été exercée au sein de la police judiciaire par un de ces fils de prostituées du Pfaffenthal, dont en plus le père était un Portugais. Mais il semble peut-être que le problème de la section psychotronique, c'est qu'il y a peut-être trop de Portugais, et peut-être même pas assez d'Allemands, en tout cas aucun Français. Ciao. Ce petit addendum, il est plutôt destiné aux autorités luxembourgeoises, grand-ducales, je devrais dire, et à mes amis de Luxembourg. Bien entendu, j'ai été très heureux à Luxembourg pendant 17 ans, et je tenais à vous en remercier. Et j'ai très heureux que Kaby m'adopte, tout simplement parce que ça me donne la nationalité luxembourgeoise, ça fait du Luxembourg ma patrie. Et même si j'ai pas demandé à avoir un passeport luxembourgeois, dans mon cœur, Luxembourg est ma deuxième patrie, comme la France peut être ma première. Le système de psychotronique luxembourgeois, il visait à donner plus de sécurité et à s'assurer que les avocats ne manipulaient pas le système, notamment des réseaux mafieux, que les juges n'étaient pas corrompus et que les inscriptions suivaient leur cours sans interférence, parce qu'on a eu beaucoup de cas de corruption à Luxembourg. Dans le domaine judiciaire, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais en tout cas, par exemple dans les autorisations de commerce, c'est un cas qui a été avéré. Donc, on est parti d'un système à la base qui visait à donner plus de sécurité. Or, on a été, un système de psychotronique qui a été détourné de ses fins. D'abord, il a servi à couvrir, des mensonges de la police, notamment un réseau de vente de stupéfiants et d'anabolisants à l'intérieur de la police grand-ducale, où énormément de policiers, de commissaires et d'inspecteurs ont été impliqués. C'est l'affaire Corr, Fernand Corr. D'autre part, par la suite, l'idée a été, comme les députés qui font sans cesse de nouvelles lois pour justifier le fait qu'il y a un Parlement, ils se sont mis à fabriquer de la délinquance. Ils se sont mis à fabriquer de la délinquance parce qu'ils avaient peur qu'on leur reproche de rien faire. Et puis il y avait d'effectifs policiers, plus la quantité de policiers au Luxembourg s'agrandissait, et plus il y avait d'opportunités de carrière. Donc c'était un calcul. D'abord, augmenter la criminalité artificiellement alors qu'il n'y en avait pas. Ensuite, puisqu'ils l'avaient organisé eux-mêmes, d'avoir toutes les clés, c'est-à-dire passer pour des super policiers qui ont des taux de réussite qui arrivent à résoudre, je sais plus le terme en droit pénal, mais qui arrivent à résoudre 100% des enquêtes, avec des scores de résolution d'enquête qui dépassent, on arrive quelquefois à des 110, des 120, des 130, voire des 140% dans certains cas de résolution d'enquête. Donc il y a quand même des questions à se poser au niveau de la tête, c'est-à-dire au niveau du ministère et de la direction générale de la police grand-ducale.
Il est clair que moi, j'ai pas de leçon à donner, mais le fait est, c'est que je suis juriste. Le fait, c'est aussi que je me suis intéressé en faisant l'Institut de criminologie à la question. Que François Mitterrand a pensé que je ferais un excellent ministre de la Justice, donc on m'a un peu poussé à étudier ce genre de domaine. J'étais un peu suggestionné pour le faire. C'est pas un domaine qui a eu énormément d'intérêt pour moi, parce que je pense qu'avec une synarchie et la justice sociale qu'elle opère, eh bien, on a une délinquance qui est proche de zéro. Et que quand la délinquance se manifeste, c'est qu'elle est un symptôme et non pas une cause. Elle est un symptôme qui a des injustices sociales. Or, en attaquant les finances publiques des pays voisins de Luxembourg, il est clair que Luxembourg s'est beaucoup enrichi, mais aussi a créé de la pauvreté, a créé de la misère, et que Luxembourg a compensé en offrant beaucoup d'emplois aux étrangers. Moi, je fais partie de ces étrangers qui ont trouvé un emploi à Luxembourg. Je tiens d'ailleurs à remercier M. Ernster de m'avoir donné ma chance, alors je parlais que anglais, français, espagnol, de pouvoir apprendre en peu de temps le luxembourgeois et l'allemand, et puis pouvoir tenir à bien mon boulot de chef de rayon en matière de médecine, ésotérisme, psychologie, etc., etc. Développement personnel. Cette police qui fabrique de la délinquance à dessein, pour faire croire qu'elle sait bien résoudre les enquêtes, elle fabrique aussi des preuves. Et je vais vous donner un exemple. Eh bien, il y a un garçon avec qui j'étais en prison, il a été accusé d'avoir fait un cambriolage. Or, il était en Moldavie au moment des faits, et lorsqu'il a été arrêté par la police, sans doute la police l'a accusé par erreur, puisqu'il avait la preuve qu'il était en Moldavie. Or, lorsqu'il a été interrogé, les policiers avaient mis, et c'est une pratique qui est assez courante et qui a été inventée par Christian Kiefer lui-même, il avait mis donc la bouteille de Coca-Cola, boîte de Coca-Cola qu'il lui avait donnée pour boire, sous scellé, ce qui a après permis de la réintroduire comme preuve dans le dossier. D'ailleurs, Christian Kiefer m'a confié une chose, c'est que pour pouvoir falsifier les enquêtes et introduire de fausses preuves a posteriori, eh bien, il ne suivait pas, c'est bon, il leur donne des pochettes en plastique avec des numéros de scellés pour mettre les preuves à l'intérieur. Or, vous remarquerez, par exemple, sur l'enquête de Camille Colbert, que les numéros ne se suivent pas. C'est-à-dire que soit il y a des pièces qui ont disparu, c'est le cas de 2 de mes ordinateurs, 2 de mes téléphones, ma time capsule, mon Apple TV, d'autres matériels informatiques qui ne sont jamais réapparus parce qu'ils ont été volés dans les scellés. Donc il y a des vols, alors je ne sais pas si les scellés sont au niveau du palais de justice ou au niveau de la police judiciaire, mais ils étaient tellement sûrs de leur affaire qu'ils ne sortiraient pas de prison, c'est qu'ils n'ont pas hésité à voler les scellés. Or, lorsqu'on s'interroge sur le numéro IP, le numéro interne de mon ordinateur il est en Pologne. Donc il faudrait qu'on m'explique comment un ordinateur peut sortir des scellés du palais de justice ou de la police judiciaire et se retrouver chez un Polonais. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de se demander ce qu'il fait là, pourquoi, et qui a pu l'amener en Pologne et qui est ou a été l'utilisateur de cet ordinateur. C'est là une question qui est importante et qui n'est pas du tout à négliger, mais j'ai lancé une procédure judiciaire à ce titre. J'ai interrogé plusieurs fois le ministre, la direction générale de la police et les autorités et je n'ai aucune réponse. Il faut savoir qu'en tout, c'est plus de 7500 € de matériel. Et là aussi, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de réponse et il n'y a pas d'indemnisation. Je dois aussi remarquer que les promesses ne sont pas tenues. C'est pour ça que j'ai tenu à m'exprimer sur le sujet. C'est pas une question d'argent. Je pense que le silence, ça s'achète. Et il y a un prix du silence. Sauf que j'ai décidé de parler parce que j'avais pas confiance dans les personnes en face de qui j'étais. Et je savais très bien qu'ils allaient mettre en place, si je sortais de prison, toutes sortes de procédures pour m'assassiner. Or, depuis que je suis au Brésil, j'ai été constamment sous écoute, non seulement de la police française, mais de la police luxembourgeoise, avec des jeux psychotroniques, dont je vous ai expliqué quelques-uns au début de la vidéo, mais qui sont particulièrement abjects. C'est-à-dire l'intrusion dans la vie sexuelle, les humiliations, les heures à passer avec le matériel psychotronique à dire toutes les 3 minutes un mot qui n'a pas de sens, hein. La tension permanente dès que vous allumez votre matériel informatique, jusqu'à se déplacer jusqu'au Brésil et d'envoyer 2 personnes de l'armée luxembourgeoise travailler dans le cadre de la coopération avec les Brésiliens
les remettre sur ce dossier, de mettre du matériel psychotronique sur mon compteur électrique et obtenir d'un Français que ça puisse être placé dans ma maison pour continuer à me harceler et créer exactement les mêmes conditions de torture psychotronique que celles que j'ai vécues à Schrasfisch, ça prouve bien que mon silence, en fait, il n'avait pas de prix pour eux et que c'était pas une question d'argent. Ce qu'ils avaient décidé, c'était de m'éliminer physiquement. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec leurs complices français de la DGSI et de la DGSE. Donc j'accuse l'acception psychotronique de l'État de Luxembourg d'être une cellule dédiée aux assassinats. Also, when they go down into the mine, everyone will still be alive. There will be no shocking memories, and the prevailing motion will be one of nostalgia for those left behind, combined with a spirit of bold curiosity for the adventure ahead.